Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 actuel. On est lundi. Oui, monsieur. Le meilleur jour de la semaine, bien évidemment. Yes, sir. Et on va démarrer cette petite semaine avec un top 10. Un top 10 tout en simplicité. Un top 10 de la surcote. Un peu plus de violence. On vous connaît, vous aimez le sang. Donc on s'est dit, allez tiens, on va démarrer la semaine de manière sanguine. Exactement, on s'installe tranquillou bilou en vous souhaitant un excellent lundi. Le meilleur jour de la semaine. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, impeccable. Impeccable. Comme un lundi. Ouais, exactement. On est là ensemble pour continuer ce formidable marathon. Celui de se retrouver tous les lundis jusqu'au bout de l'humanité. Léon, c'est ici évidemment pour vivre ce grand moment de divertissement avec nous. Ouh là là. Oh là là, je sens qu'il y a des gens qui ont vu l'intitulé et se sont dit moi je pense que lui, vas-y, enregistre tout parce que Alex c'est un gros hater et Bastien défonce-le sur Twitter. Nous sommes des haters, ça c'est pas nouveau. Vous pouvez défoncer Bastien sur Twitter ou sur TikTok. Avec plaisir. Hein, bien sûr, mais non, mais on va expliquer un peu les critères, les fameux. Tout à fait. Et vous verrez que c'est pas si simple que ça estimer la surcote. C'est ça. Ça paraît comme ça facile, oh, machin et tout. Ouais, mais en fait, déjà il y a une question de perception qui est assez intéressante. Tout à fait. Donc voilà. Plein de choses à devoir expliquer, bien évidemment. On est donc installé tranquillou bilou. Vous le savez, cette année, les top 10 sont assez particuliers. Et d'ailleurs, merci aux copains et copines qui ont balancé plein de commentaires très très chouettes avec cette alternative entre entre les top 10 actuels et les top 10 all-time. On a fait les pivots actuels. Et donc il fallait bien écouter les critères parce que ça a dirigé notre discussion par la suite. On a fait le top 10 all-time des matchs à voir avant de décéder, de passer l'arme de l'autre côté. Aujourd'hui, on est sur les joueurs sur côté, on va devoir tout expliquer. Ouais. Bien évidemment. Mais avant de rentrer dans les détails, vous le savez, il y a des gimmicks à devoir respecter. Il y a des habitudes à devoir répéter, comme notamment vous rappeler que, comme vous pouvez le voir sur Bibi, nous sommes le lundi. Et le lundi, c'est avec les amis de Decathlon. Voilà, exactement. Vous pouvez le voir sur moi aussi également. Je porte mon petit sweat que j'aime bien, là, mon classique, avec le logo NBA, blanc sur fond noir, pardon. Très cool, hein, on vous l'a déjà dit, ils sont assez cool à porter, c'est du bon petit textile. Bastien, il porte les couleurs de sa franchise, sa nouvelle franchise préférée. Bah je me suis dit, on est sur la surcote. Alors je... Oh la vache. Alors, moi t'as vu, moi j'ai pas de courage, j'ai pris un truc neutre au calme. Alex, je pense. C'est vrai que j'aurais pu prendre le Bulls, parce qu'en plus il est très beau le Bulls. Tout à fait, dans un rouge. Le taureau là, il marche bien là. Non mais tout à fait. Vous pouvez retrouver évidemment tous les éléments lifestyle de la collection NBA Decathlon dans le lien qui est en premier commentaire épinglé. Évidemment, je sais qu'il y en a qui avaient dit on n'arrivait pas à trouver des pulls. Si vous avez des questions, vous nous les posez sur les réseaux sociaux. Ouais, n'hésitez pas, on vous répondra. Il y a aussi des chaussures, il y a aussi des équipements, des manchons, des trucs et tout, des chaussettes, des shorts. Enfin bref, il y a pas mal d'équipements pour jouer au basket ou pour avoir le meilleur style possible en ville. Et qualité HD, hein. Vraiment, on est bien. On est au chaud, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, les poteaux de Decathlon, ils pouvaient pas rater le rendez-vous du lundi. Et absolument. Notamment, effectivement, je pense qu'on est tous très curieux de savoir où ça va au niveau surcote, après avoir voulu savoir quel match il fallait regarder. Après, t'avais dit, on a fait quoi? Les pivots, tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? La semaine prochaine, top 10 all-time. Hein. Top 10 all-time. Vous pouvez toujours balancer vos suggestions. On a pris notamment les suggestions. Moi, j'ai tout noté sur un document pour les commentaires qui ont été balancés depuis le début de la série. Moi, j'ai eu une grosse suggestion. Il faut refaire le top 10 des meneurs. Hein. Avec Curry. Il devant Magic. Il faut le refaire. Bien sûr, c'est affilé devant Magic. Dans quel top 10 tu veux dire? Les shooters. Les shooters, ouais. Light skin. On rediscutera de ça, mais dans tous les cas, balancez comme d'hab en commentaire vos petites suggestions. La semaine prochaine, Top 10 All Time. Aujourd'hui, Top 10 actuel. Et donc, oui, calmez-vous. Je sais, vous êtes nombreux à balancer en majuscule le joueur que vous trouvez le plus surcoté. Mais pour ça, et pour participer à ce Top 10, il va falloir non seulement argumenter, il va falloir surtout expliquer les critères. Parce que c'est probablement, Alex, on en parle tout de suite, la chose dont on a le plus parlé en off, c'est que pour préparer un Top 10 des joueurs les plus surcotés, comment on fait? C'est difficile d'être objectif, il y a des trucs qu'on peut partager, mais tu as des joueurs, toi, que tu trouves surcotés. C'est quoi? C'est par rapport à ce que les gens pensent? Est-ce que toi tu penses? Alors, déjà, surcoté, ça veut pas dire que le gars est pas bon au basketball. Non mais qu'on soit bien clair. Pas forcément en tout cas. Tu peux avoir des mecs pas bons qui ont une super cote. Mais en fait, finalement, comme il y a beaucoup d'experts maintenant autour du basketball, il y a très peu de mecs pas bons qui ont une super cote. C'est très rare. En revanche, donc pour moi, la surcote, ça veut dire que le type est pas aussi bon
que ce qu'on dit de lui, que sa réputation voudrait bien le laisser foncer. Donc c'est plutôt comment nous, toi et moi, on voit la cote d'un joueur, c'est-à-dire comment on voit le jugement des fans, le jugement des médias et le jugement de sa franchise. Et là, on va te dire, moi je trouve que sa franchise, sérieux, il le met titulaire depuis 4 ans, Jean-Michel. Lol, c'est pas un titulaire NBA. Il est surcoté. Et genre, oh, les fans, ils sont tous en extase devant lui parce qu'il fait des passes dans le dos, mais en fait, bonjour l'énorme surcote. Et ainsi de suite. Donc c'est plutôt la perception de la perception. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. C'est comment nous, on perçoit la façon dont un joueur est perçu. Tout à fait. Et c'est extrêmement... Je sais que vous allez compter sur Alex pour l'objectivité légendaire. Mais c'est quelque chose de très subjectif. Pourquoi ? Parce que il y a des choses sur lesquelles on va être en désaccord. Bien sûr que si. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles, même vous, entre potes, si vous voulez participer, parce qu'on sait qu'il y a les top 10 all-time, c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter ensemble. Genre, hey, t'as vu la vidéo avec Alex et Sébastien, regarde ce qu'ils ont fait. Nous, on veut bien savoir vos joueurs surcotés, parce que ça se trouve pour vous, un joueur qui va être surcoté, le voisin d'à côté, il va dire, mais mon gars, t'es ouf ou quoi ? Et par exemple, moi, j'ai assez peu pris, même quasiment pas, vous allez pas m'entendre parler de pognon dans cette vidéo. Pas beaucoup. Les histoires, ouais, voilà, les histoires de salaire et de contrat peuvent intervenir de temps en temps, mais je suis vraiment plus sur la vision globale que j'ai l'impression qu'un joueur, l'image globale que j'ai l'impression qu'un joueur a par rapport à ce que moi je vois de lui. Et du coup, je vais te dire, machin, je trouve vraiment surcoté parce que ce trade là, je trouve qu'ils ont mis vraiment trop sur lui. Et le trade d'après, il y a encore une franchise qui a mis vachement d'assets pour l'avoir, alors que en fait, je trouve que finalement, il améliore pas tellement les équipes dans lesquelles il va. Ses stats. Voilà, on est plus dans le padding que dans la stat, si vous voulez que je vois ce que je veux dire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Exactement. Vous pouvez aussi faire ce jeu suivant qui m'a pas mal aidé à faire mon classement. Il y a donc la perception que les gens ont de ce joueur, sa notoriété, à quel point les gens disent waouh, incroyable transfert de trucs. Et en fait, vous êtes là, quand est-ce que les gens vont se réveiller ? Et si ce joueur est aligné avec les autres joueurs qui sont à son poste, combienième je le prends ? Exactement. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte chez les pivots, on a fait le top 10 des pivots, que ce mec-là, tu le descends un petit peu, bah il y en a qui vont dire qu'on le sous-cote, il y en a qui vont dire qu'il est surcoté. Et c'est cette espèce d'équilibre qui permet de savoir à quel point un joueur, selon vous, est surcoté ou pas. Et puis, c'est un top 10 actuel. Oui. Si un type était surcoté il y a 3 ans, mais qu'aujourd'hui, c'est un peu rentré dans le rang parce qu'on a tous ouvert les yeux et puis on arrête de surcoter un joueur, bah, il n'est pas surcoté aujourd'hui, donc il ne rentre pas dans le top 10. Donc c'est pour ça. Non, mais c'est important. C'est hyper important. Donc, comme l'a bien dit Alex, vous enlevez les finances, vous enlevez les 3 ans, vous avez Bradley Beal. Non, mais exactement, parce que j'en parlais avec Bastien Off avant, et au moins c'était pour caler nos critères déjà entre nous. Ou pas ? Non, mais parce que pour moi, Bradley Beal aujourd'hui n'est plus vraiment surcoté. C'est-à-dire que les fans des Suns ne sont pas là en train d'attendre Bradley Beal en 28-6-6 machin. Tout le monde a capté que son contrat a été quand même un petit peu beaucoup trop gros. Tout le monde a capté que grosso modo le trader c'est une illusion qui va être très compliquée à cause de son contrat, mais donc aussi de son niveau de jeu. C'est-à-dire que si Bradley Beal jouait comme le All-Star qu'il a été, bah, peut-être que tu pourrais trader son contrat aujourd'hui avec le salary cap qui augmente et tout. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'est plus surcoté. Tout à fait. J'espère que j'ai été mais bien bien sûr, expliqué. Dernier élément, évidemment, please. Et je vous le répète tous les ans avec les 30 prix en 30 jours, et je le ferai sur The Top 10 comme tous les Top 10. On est plus que dans le désir avec Alex que vous veniez nous clasher. Il va y avoir des séquences mémorables, là, dans l'émission qui va venir. Parce que moi, je vais partir en roue libre, Alex aussi, notamment sur les joueurs qui sont dans le podium. Ah, moi, je préviens, en tout cas, je vais partir en roue libre. Je vais dire, lui, franchement, je le prends en 1 contre 1. Vous pouvez séquencer ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, allez-y. Ça va partir sur les réseaux, et le jour où le mec va être 47 points, ça va Bastien, qu'est-ce que tu redis par rapport à la surcote ? Pareil pour Alex. Mais participez vous aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est d'assumer votre propre analyse, votre propre ressenti, et de dire, moi je trouve que, si vous avez la flemme de faire les 10, les 3 joueurs que je trouve les plus surcotés de la NBA actuelle, bête d'image, incroyable, futur Hall of Famer, etc., alors qu'en fait, bon, super, à quoi il a contribué dans des victoires et dans des équipes vraiment dominantes. C'est ça. Bah participez aussi à ça, parce que nous, ça nous permet derrière d'être dans des échanges, et on sera les premiers à faire mea culpa, ou de vous dire, doucement, regarde, le surlendemain, il a shooté à 2 sur 13, et ils ont perdu. Donc allez-y séquencer, ça va on va parler de contexte aussi pas mal, parce que le contexte ça joue beaucoup sur la cote. Tout à fait. Est-ce qu'on est bon ? Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais, moi j'ai trop hâte. Je fais la suggestion de ce top. Et même Léon c'était là genre, je suis bien chaud pour faire le top 10 des surcotés, ça peut être pas mal. Alex, est-ce qu'on ne donnerait pas par hasard une tablette si tu es chaud ? Je te donne ça tout de suite, et comme d'habitude, pendant que tu fais le backflip, je pose aussi la question aux gens. Mesdames et messieurs, on est lundi, quel que soit l'endroit où vous vous situez, qu'est-ce qu'on mange ? Hop là. Qu'est-ce qu'on mange ? C'est une très bonne question. On va manger une petite omelette, champignons, échalotes avec un petit peu de persil à la fin. Saison. J'aime bien.
saison. Ça marche bien, c'est simple, c'est efficace, il y a des protéines. Tu mets les champignons histoire de dire qu'il y a des légumes. Salade avec ou juste... Ouais, non. Petite salade. Ou rien, sinon juste l'omelette. Mais oui, petite salade, tout à fait envisageable. Oui. Si vous êtes fan d'omelette, n'hésitez pas à taguer Alex Léonce. Qu'est-ce qu'on mange? Gazpacho de betterave fait maison. Oh. Salade de pommes de terre au hareng. Oh là 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 là. Je sais pas quoi, du pain, ça ira bien. Wow. Le restaurant. Ouais, aujourd'hui j'ai faim. Pour moi, si vous mangez chez Léonce, vous êtes le roi du monde. Je vais partir sur le potimarron puisque nous sommes de saison et qu'en ce moment, des potimarrons bien cuits au four avec de l'huile et juste comme ça sous forme tu mets du de fromage dessus là ou des trucs comme ça? Tout simple. Non, rien du tout. Vraiment, le potimarron comme ça. Vous pouvez avoir une alternative si vous le souhaitez. Vous pouvez le tremper dans du skyr mélangé avec de la harissa. C'est très très bon. Ah ouais? Ça fait un petit peu une sorte de snack. J'avais l'alternative avec du fromage dessus qui grille. Qui gratine bien, ouais. qui envoie. Ah, tout à fait possible. Vous pouvez. Potimarron, butternut, nous sommes dans la pleine saison. Dites-nous ce que vous mangez évidemment. Est-ce qu'on ne devrait pas partir, mon cher Alex, sur une mention honorable? Nous sommes, avant de démarrer le top 10, sur des joueurs que t'as pas envie forcément de mettre dans tes 10 et tu t'es dit, ah, il a tapé à la porte et en fait, non, il n'est pas rentré dans les 10. Mais je veux quand même lui faire un petit bisou. Ouais. Moi, j'ai une grosse mention. Ouais. C'est vraiment qu'une mention. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit que j'allais le mettre dans le top 10 de mes joueurs surcotés actuels. Mais, et je précise bien avant, parce que quand je vais dire le nom, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Alex, il est bourré, tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce joueur jouit d'une légère surcote. Je parle de Kevin Durant. Ah oui. Oui. Je suis bien placé pour le savoir parce que là, j'ai pas raté beaucoup de ces matchs ces dernières années parce qu'il est raté. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai précisé. Il n'était pas question de le mettre dans mes 10. Par contre, je le mentionne dans le sens où, évidemment que c'est un joueur extraordinaire, évidemment. Mais je trouve que nous tous, d'ailleurs, moi le premier, on vit tous un tout petit peu trop dans le passé avec Kevin Durant et du coup, il jouit d'une légère surcote dans le sens de ce qu'on attend réellement de lui. Le scoreur, je veux dire, c'est un scoreur complètement all-time. Pour moi, c'est le meilleur scoreur. C'est un truc incroyable. Kevin Durant prime, c'est-à-dire le Kevin Durant fin OKC, Warriors Nets, là. C'est le meilleur scoreur de tous les temps. C'est arguably le meilleur scoreur de tous les temps. Mais là, je trouve qu'il vit un peu trop dans le passé. Il y a trop de mid-range par rapport à la qualité de shoot qu'il a, il prend pas assez de 3 points. Moi, je voudrais que Kevin Durant il prenne 12-3 points par match comme Anthony Edwards là en ce moment ou comme d'autres gars qui shootent beaucoup moins bien que lui finalement. J'aimerais vraiment ça. Il drive pas assez. Alors, c'est assez normal aussi parce que maintenant, il y a l'âge et les blessures qui font et tout. Mais on en arrive à un point où on en avait parlé d'ailleurs. J'étais vénère quand on avait fait le débrief de cette série horrible et tout contre les Wolves. Je veux dire, les Wolves, on s'attendait à ce qu'ils mettent Jaden McDaniels, sur Kevin Durant et tout. Non! Ils lui ont mis Karl Anthony Towns dessus. Un type dont on est là en train de se dire, tiens, les Knicks ont merdé au niveau défense. Enfin, on verra, on fera peut-être un apéro là-dessus, mais... Ou peut-être que, bref, va vous reparler de Karl Anthony Towns dans ce top 10, mais les Wolves, ils ont dit, on va mettre Karl Anthony Towns sur Kevin Durant parce que oui, Kevin Durant va shooter par-dessus n'importe lequel de nos défenseurs, mais comme il est moins agressif et qu'il prend beaucoup de mid-range, bah en fait, on préfère mettre notre meilleur défenseur sur Devin Booker qui, sans être forcément un meilleur joueur offensif que Kevin Durant, est plus polyvalent, est plus varié, va driver, va te blow-by et tout. Et je trouve que c'est un petit désaveu quand même par rapport à Kevin Durant, c'est-à-dire que son efficacité, le nombre de points qu'il met par rapport au nombre de tirs qu'il prend, les pourcentages et tout, c'est incroyable, c'est magnifique, attention, c'est pas le sujet. En plus, avec les années aux Warriors et tout, il a commencé à nous montrer genre que c'était un protecteur de cercle. C'est un joueur extraordinaire qui fait partie du top 20, du top 15 all-time, enfin à discuter, voilà, et tout. On remettra cette discussion sur le tapis, mais ouais, je pense qu'il jouit aujourd'hui d'une légère surcote dans le sens où bah... Il y en a qui ont déjà quitté la vidéo. Faut y aller maintenant là. Soit tu peux, soit tu peux pas. Tu dois être capable de... Si tu restes à faire que des pull-up mid-range par-dessus les défenses, tu vas toujours être Kevin Durant, mais en fait, finalement, depuis 2, 3, 4 ans, bah putain, c'est ça aussi qui fait que pour moi, c'est un joueur moins fort que LeBron James. Finalement, peut-être moins pesant qu'un Steph Curry, qu'un Embiid, qu'un Jokic, qu'un Doncic, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, en fait, là où je te ça, du coup, je l'ai pas mis dans mes 10, mais je voulais en parler parce que c'est important de... Déjà, je trouve que c'est un bon exemple pour expliquer qu'est-ce qu'est une surcote. Tu le mets plus proche sur un curseur, tu le mets plus proche de Carmelo Anthony que de LeBron James? C'est une vraie question. Elle fait mal. Non, plus proche de LeBron parce qu'il défend.
il défend Kevin Durant quand même. Allez, c'est cadeau. On est en mention honorable. Il défend. Et Carmelo Anthony ne peut pas rentrer dans ce top 10. J'étais pas prêt. Par définition, puisque ce n'est pas un joueur actuel. Sinon, tu sais que sinon, top 10 surcote all time, mon mélo. Je pense qu'il rentre. On a été pas mal. Bref, j'étais pas prêt pour KD. Ah, tu vois, t'étais pas prêt. Wow. Tu vois, voilà. On est dans ce genre d'ambiance aujourd'hui. Très bien. Je le dis avec le respect qu'il se doit. Hein. Tout à fait. Tu mets dans tes mentions honorables des joueurs les plus surcotés. Allez. Avec tout le respect que je vous donne. Toi, t'as une petite mention à nous faire ou c'est Ouais, je me demande s'il est dans tes 10 et il sera peut-être dans le cercle de certains. Je n'ai pas réussi à faire entrer dans mes 10 Tyler Hero. Non. Tu l'as pas rentré dans tes 10. Je répète que c'est un top qui est surcoté. C'est un top 10 surcoté qui est assez subjectif. Il y a des choses sur lesquelles tu vois avec ma réaction sur Kevin Durant. Moi, c'est invraisemblable. Mais sur Tyler Hero, j'ai d'autres joueurs. En fait, je trouve que Tyler Hero, sur son image et sur la cote qu'il a globale, il y a de la surcote. Ceci étant dit, je trouve que dans d'autres aspects, c'est-à-dire de ce qu'il apporte sur le terrain, en fait, il a été mis sur un piédestal très très vite, très tôt. Certaines choses de par lui, mais aussi de par la fanbase, le hit, etc. Donc ensuite, ça s'en est suivi avec des non-transferts qui ont eu lieu parce qu'on n'incluait pas, c'était dans tous les sens, je laisserai en parler. Mais de fait, c'est pas non plus comme si le mec était responsable à 100% de ça. Je trouve que c'est un joueur qui essaye de progresser, qui progresse. D'ailleurs, il fait un début de saison, là, puisqu'on est sur du actuel, où je trouve que Tyler Hero est très solide. Moi, ça me va, en tout cas, je trouve que c'est bien. Et juste, il a toqué à la porte parce qu'il y a un moment où tu le voyais dans des rumeurs et c'était limite, on hésite à échanger des futurs Hall of Famer contre ce gars, quoi. Et face à ça, j'avoue qu'il était mention honorable. Mais je te laisserai en parler sur le podium. Tout à l'heure. Bah, franchement. Ok. Mais soyez pas trop pressés, j'arrive tout à l'heure sur Tyler Hero. Mais c'est pour ça que je le répète. Je suis tellement pas d'accord. C'est pour ça que je le répète et je l'ai dit en intro. C'est un top qui est subjectif parce qu'il y a des surcotes chez toi qui le seront pas du tout chez moi. Ok, très bien. Sinon, petite mention rapide comme ça. Je l'ai pas rentré dans mes 10. Je sais pas ce que tu fais toi. J'espère non plus. Mais je trouve que un joueur, mais c'est trop jeune encore, c'est pour ça que je le rentre pas dans mes 10, mais Scoot Anderson. Ouais, c'est tout. C'est trop tôt, mais ça pue la surcote. On verra. Parce que je trouve qu'on essaye. Combien de temps on va essayer avant de se dire bon, on verra. C'est un 7e homme, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, on verra. Je lui laisse un peu de temps. Il y a 2-3 jeunes vraiment qui n'ont pas beaucoup de saison dans les pattes. C'est pour ça que je le rentre pas, parce que ça se trouve la 3e saison il va exploser et puis je vais me taire. Oui, voilà. Tu vois. Donc c'est pour ça que je le rentre pas. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu genre attention numéro 2 de draft dans une draft qui est assez qualitative. À voir comment elle s'en sortir. Parce que les numéros 2 de draft qui deviennent des role-players, ça s'appelle quand même une surcote. Oui, tout à fait. Il y en a 2-3. Est-ce qu'on va poser un numéro 10 sur la tablette? Ouais. Allez, qu'est-ce que j'ai dit? Ta tablette. Donc Alex, j'imagine en 10, LeBron James. Après KD en mention honorable. Moi oui, mais c'était pour expliquer. Ok, non mais t'inquiète. C'était pour expliquer tranquillement aux gens. Moi je démarre tout doucement. Avec vraiment des joueurs. Avec des joueurs, vous allez me dire, ok, mais bon voilà. Un petit Colin Sexton. Tu vois, un petit Colin Sexton en 10 et Alex il a mis Dejounte Murray. Vas-y, explique-nous pourquoi Dejounte Murray, selon toi, il est surcoté. Parce que je reprends mes notes pour pas dire de merde, voilà, pour pas me tromper. Excellent choix, il a gratté les 10 chez moi. Il est pas nice. Ouais, parce que quand même, alors, il y a eu une excellente saison de Dejounte Murray, il a même été All-Star cette saison-là avec les Spurs. Ouais. Mais derrière, je trouve vraiment qu'il y a surcote de la part des GM et des franchises. Je trouve vraiment. Je trouve que les Hawks ont donné beaucoup pour l'avoir. Je trouve, en pique, en machin et tout ça. Ensuite, je trouve que j'étais incroyablement surpris parce que vraiment son expérience Hawks, pour moi, c'est un échec. Pour moi, le management des Hawks déclare très très vite forfait, il sort très très vite le drapeau blanc. Il y a des gens qui ont dit ouais, ils voulaient trader Trae Young, mais finalement ils ont trouvé pour Murray. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'au bout de 2 saisons pas terribles, enfin qui n'ont pas fonctionné, où Dejounte Murray, on en a fait nos choux gras avec Bastien en mode putain, le gars, soi-disant, c'était un défenseur qui il défend plus vraiment et en attaque. Il s'est amélioré au shoot, je peux pas le nier et tout, mais le spacing pour moi de Tyler Hero n'est pas très 2024 non plus. Et donc je trouve que incroyablement les Pels ont eux aussi donné pas mal aux Hawks pour avoir Dejounte Murray. D'ailleurs t'étais le premier à me dire putain on a gagné le trade, tout ça, enfin à voir. Mais... on va voir, mais en tout cas Daniels on est content, je te confirme. C'est ça. Et donc ouais,
je le rentre dans mon top 10 des surcotes actuelles parce que je pense que voilà, il est blessé, le pauvre, il s'est blessé à la main, donc il peut pas répondre à mes attaques. Il y répondra plus tard dans la saison. Sur l'ambulance. Il y répondra plus tard dans la saison, mais honnêtement, je trouve qu'entre son trade de San Antonio à Atlanta, puis de Atlanta à la Nouvelle-Orléans, les assets qui ont été filés en échange à chaque fois, plus je trouve le côté les fans contents d'accueillir, genre les Hawks ils étaient contents, les Pels ils étaient contents d'accueillir Dejounte Murray. Bah putain, non, moi surcote. Ouais, Voilà. Je trouve que voilà. Il a gratté la porte. À un moment, je me suis dit, il va peut-être rentrer dans les 10. Et puis après, c'est vrai qu'il y a quand même une production. Mais c'est vraiment le joueur production statistique. Il y a du monde au-dessus. Et puis il y a beaucoup de monde au-dessus. Toi aussi? Ah bah oui. Moi, j'ai mis Monsieur Colin Sexton pour commencer très gentiment. Parce qu'en fait, on part d'un principe où Colin Sexton est arrivé en NBA. Moi, j'ai encore cette image. Il y en a plein qui étaient hallucinés parce que c'était un mec en Summer League qui avait tapé avec ses mains sur le parquet. Et donc, on avait l'impression que c'était un super défenseur. Mec, ça c'était il y a longtemps. Il a pas défendu le plomb. En quoi il est surcoté aujourd'hui? Parce que ça continue à être un titulaire en NBA et que Colin Sexton aujourd'hui en NBA, mon gars, ça ne doit jamais être un titulaire. Ouais, mais là les mecs tankent. Non, mais même dans une équipe qui tank, il arrive pas à faire son trou. Ça a été le joueur qui a été pris. Il est titulaire du Jazz, c'est une équipe où il ne devrait même pas être titulaire en fait. Colin Sexton, pour moi, c'est un gars, honnêtement, je démarre, je préchauffe. Bravo à lui d'être revenu de blessure, mais franchement, il pourrait s'éclater en Drew League. Il pourrait s'éclater en Chine, il pourrait s'éclater dans plein d'endroits. Mais en NBA, il pourrait être un 6e, 7e homme d'une équipe qui pourrait éventuellement faire quelque chose. Voilà. Mais c'est trop une tête brûlée. Ça, c'est un titulaire au Jazz, du coup. Ouais, mais c'est... Je trouve que c'est le genre de joueur qui a été intégré dans un transfert contre Donovan Mitchell, genre ah tu sais que le Jazz quand on va récupérer Mark Cannon potentiellement et Colin Sexton ça va le faire. Non. Et d'ailleurs je suis bien content, le Jazz a commencé à prendre d'autres joueurs et à dire bah tu sais quoi en fait on va à Keontae George, on va à d'autres garçons etc à droite à gauche. Colin Sexton il y a 80% de ses matchs en NBA qui sont en tant que titulaire, j'en ai ras le cul. C'est vraiment ce n'est pas un titulaire en NBA Colin Sexton. Il a fait une très bonne saison avec les Cavs en 2020-21, c'était notamment en pleine période de renégociation contractuelle. Ça avait une bonne gueule de j'ai été chercher mes stats pour aller chercher mon contrat. Et il est bien revenu de blessure. Hein. Mais moi, Colin Sexton, tu me dis demain on le récupère. Si on me dit pas qu'il est 8e, 9e homme, non, merci. Colin Sexton, ça va, j'ai mangé. Tu sais à qui il me fait penser ? Aux mecs comme ça qui sont très très expressifs, et il y en a d'autres hein, dans mon top 10, à la Pat Bev, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de gestes, ça se tape sur les pecs, ça essaye de presser les gars, mais en fait il y a zéro défense. Tu sais, le côté. Pat Bev, t'es dur, il défend. Pat Bev, il défend. Ouais. Mais tu sais, le running gag qu'il y a eu autour de Russell Westbrook, il tricked ya parce qu'il fait que running around, etc. Tu sais, il y avait eu des clashs entre Westbrook et Pat Bev. Ouais. Évidemment, Pat Bev, il défend. Mais je trouve que par rapport. Là, Pat Bev, il sera encore NBA, mon gars, il serait dans les 10. Ah bah, il serait dans les 10. Il serait dans les 10, mais là, il est très solide. Et il est pas actuel. Mais c'est un peu dans ce registre-là, dans le sens où il y a beaucoup de. Oui, ça aboie fort, quoi. T'as l'impression que juste le fait de faire des chaises et de faire des pas sur les côtés et d'accélérer ballon en main, ça veut dire que t'es un joueur tonique et puissant. Non mon gars, c'est juste que tu veux donner une bonne impression. Mais Colin Sexton, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est un mec qui arrive même pas à faire son trou dans une équipe qui tank. Vraiment, hein. Qu'est-ce qu'il fait à Utah ? Colin Sexton ? Il arrive pas à faire sa place alors qu'il y a un rookie à côté et qu'il y a des gars qui sont encore en projet de construction. Non. Surcote total. On va passer en numéro 9. Number 9. Qu'est-ce que j'ai mis en numéro 9 ? Number 9. Ah oui, bah là, on va bien se marrer. Là, je sens que je vais en perdre 2-3 aussi. Number 9. Qu'est-ce qu'on a en 9 chez moi ? Je sais même plus. Ah bah bien sûr, oui, bien sûr. bien sûr. On va se faire choper par le col. Je savais que c'était une idée de merde. Qu'est-ce qu'il nous a mis, Alex ? Mitchell Robinson. Oui. Ok. Oui. Jamal Murray. Ah oui. Bien sûr. oui. Oh oui, joli. Non mais pas joli, c'est que t'as Chardonnay, 79. Je te laisserai argumenter, je reviendrai plus tard aussi. Ah ouais. Ah bah. Ok. Jamal, on va expliquer. Les fans de Denver sont en train de quitter cette vidéo. J'adore ce top 10. Ça, Mitchell Robinson. Fans d'Enix. Ouais. Je pense que j'ai déjà eu des conversations avec des fans d'Enix raisonnables. Qui pouvait tendre dans mon sens. C'est-à-dire que j'aime bien le joueur. En revanche, je trouve qu'on en a toujours fait beaucoup autour de lui. Même encore aujourd'hui. Alors, il est blessé. Déjà, il est souvent blessé. C'est le premier mec en infirmerie. Non. Mitchell Robinson, j'aurais pu prendre l'année dernière, on n'aurait fait pas. Il s'est blessé. L'année d'avant, il était blessé. Justement, c'est un sujet. 6 saisons NBA, 320 matchs. Pardon. C'est pas beaucoup.
Il y a des joueurs, on les défonce pour moins que ça. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est chiant. Ensuite, défensivement, joueur long, athlétique, protège plutôt bien son cercle, n'empêche que ses stats défensives sont pas en progression. C'est pas un joueur qui a progressé pour moi depuis qu'il est en NBA. En fait. Tu trouves ? Non, pas tellement. Il se place un petit peu mieux vite fait, mais ses stats de rebond et de contre n'ont jamais vraiment progressé. On est sur un joueur qui a toujours été entre 8-10 rebonds et 1 contre et demi. Au tout début, il faisait 2 contre et tout, il surprenait. Mais après, plus ça a été. C'est un joueur qui peut pas faire forcément des longs temps de jeu. C'est un joueur qui se blesse souvent, et c'est un joueur qui, en attaque, je sais même pas s'il a une saison à 10 points par match, tu vois. Ah putain, ça commence à faire beaucoup. Donc, je trouve que c'est un joueur, t'es content de l'avoir dans ta raquette. Moi, je pense que c'est pas forcément un pivot titulaire en NBA, en fait. Ok, ouais, tu vois, c'est là où j'allais en venir. Ouais. Et là, on critique beaucoup la défense de Karl Anthony Towns, et peut-être qu'un jour ça fera des sujets autour des Knicks et tout, parce que les Knicks leur défense, parce que c'est vrai que Karl Anthony Towns n'est pas forcément un protecteur de cercle, machin et tout. N'empêche que je veux bien voir comment va faire Tom Thibodeau quand Mitchell Robinson sera disponible. Il va faire quoi? Il va mettre Karl Anthony Towns sur le banc? Non. Ou il va mettre Non, ça va être 4-5. Ça va être Towns en 4, mais du coup il va changer sa rota extérieure juste pour Mitchell Robinson. Peut-être que la défense sera meilleure, mais je veux bien voir l'attaque. Du coup, moi, j'aime pas trop l'équilibre que propose Mitchell Robinson. Je pense qu'il y a d'autres pivots un peu justes comme ça offensivement, qu'on a beaucoup plus critiqué finalement que Mitchell Robinson. Je pense à des DeAndre Jordan ou à des mecs comme ça, qui ont fait des vrais progrès offensifs au fur et à mesure de leur carrière avec les moyens qu'ils ont, hein, et qui ont réussi à nous mettre des 13, des 14 points par match et des 15 points parfois et tout. C'est pas le cas pour l'instant de Mitchell Robinson. J'attends bien de voir ça. Pour l'instant, pour moi, c'est une légère surcote. Donc c'est 9e. J'entends. Après, c'est aussi, on va rentrer dans les considérations intéressantes, c'est de aussi qui est dans quel marché. C'est-à-dire que parfois, on va le voir aussi, et je vais en parler plusieurs fois dans. C'est-à-dire, vas-y, ouais. C'est-à-dire que tu vas le voir très très vite, notamment dans mon classement, que quand tu joues dans des marchés comme Los Angeles ou New York, par exemple, parfois, tu as un niveau médiatique qui est supérieur aux autres. La surcote se voit plus. Et la surcote se sent un peu plus. C'est marrant. Oui, bien sûr. C'est qu'un joueur qui fait en fait ce taf-là à Cleveland, en fait, soit il explose au niveau médiatique parce qu'il est à New York ou à Los Angeles, c'est un classique. Hein. Oui, mais attends, t'as des gens. Soit aussi le mec, il a été moyen en fait dans ces équipes-là, et du coup, il devient complètement ridicule dans des équipes avec un peu moins de radar sur eux. Ouais, mais moi je pense que dans son registre, Mitchell Robinson, de rim runner, j'entends. Rebond contre, pas ouf en attaque, il n'y a pas le pivot devant lui en fait. Ouais. Moi j'avoue, j'arrive pas à le coter plus que ça. Enfin, en tout cas, je le trouve coté. Mais donc toi, tu ressens qu'il est surcoté. Les Knicks, moi je trouve les Knicks l'ont un peu surcoté. Je trouve la fanbase des Knicks parfois aussi le surcote un peu en mode comme si, genre, sans lui, rien n'est possible. Tu sais, genre, je sais pas. Moi j'ai hâte de son retour. Je suis pas sûr. Ouais. J'ai hâte de voir son retour. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il va faire du bien à la défense. Je suis pas sûr que les Knicks vont être forcément tellement plus forts. Je suis pas sûr. Dites-nous les fans. Je trouvais que l'année dernière, Hartenstein l'a vite, on a vite fait, trop bien, incroyable Hartenstein. Et le mec, Hartenstein, il est fort, Hartenstein. Après Hartenstein, si on faisait un top 10 des sous-côtés actuels, il est fort, mais de là à ce que Hartenstein il te fasse oublier comme ça un gars, attention quand même. Je te laisserai parler dans quelques spots. Alors parle-nous de Jamal. Jamal Murray. Les fans de Denver en PLS, alors. Oh la vache. Je pose des bases. Je suis en train de regarder mon classement, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non mais Jamal Murray, on l'a vu, il y a eu des choses extraordinaires en play-off. Rien à redire sur le run de 2023. Rien à dire même sur le duel avec Donovan Mitchell dans la bulle en 2020. Partenaire formidable de pick and roll, pick and pop avec Nikola Jokic. Ça fait combien de saisons qu'on parle de la saison All-Star à venir de Jamal Murray. Moi j'attends encore, je suis encore à l'arrêt de bus depuis des mois et des années. Jamal Murray, on demande d'être présent. Bon, l'année dernière il y a eu une excellente saison, vraiment dans les pourcentages, dans la présence, c'était bien. Non mais je veux dire, excellente saison quoi. Excellente par rapport à ses standards. Tout à fait. Et donc en fait, ça a été le cas parfois avec certaines superstars de la ligue où on a dit tiens c'est marrant, c'est vraiment le bon lieutenant qui a profité aussi de ce qui se passe. Je pense qu'il est très content de tourner autour de Nikola Jokic, tu vois, parce que c'est un mec qui rend vraiment les autres meilleurs. Et du coup, Jamal Murray, en l'état, je trouve que individuellement, tu mettrais, le fameux truc qu'on a fait à l'époque, Tony Parker versus Chris Paul, tu mettrais Jamal Murray dans d'autres franchises, je pense qu'il y aurait un rayon de moins, tu vois, pour Jamal Murray. Ça serait un peu plus compliqué. Après, encore une fois, c'est un joueur qui est très capable et que j'ai hâte de voir à chaque fois qu'on arrive au 15 avril.
Mais j'ai souvent été déçu et je trouve qu'on en fait un truc, genre c'est le sidekick de Jokic, mon gars, les deux. C'est vraiment la paire ultime de NBA. Je te le dis, je préfère être franc tout de suite, je l'ai mis beaucoup plus haut. Ok, bon. Mais genre vraiment, quoi. Ok, trop bien. Et ben on va pouvoir passer en place numéro 8. Vraiment, j'ai peut-être mis trop haut d'ailleurs. Non, mais on va voir. On va voir. Ouais. Alors, bouge pas. On est en 8 là ? Ouais, on est en 8. Ah oui. Moi, je te pose les bases pour que tu les démontes par la suite. Du coup, je suis curieux de voir qui t'a mis en haut parce qu'on va pas être d'accord en haut. Paul George. Et Alex, il a mis Clint Capela. Clint Capela, ouais. Ah, je suis content que tu mettes Clint parce que j'ai failli le mettre dans mes 10. Ah, tu l'as pas mis ? Non, parce qu'en fait, c'est marrant, je croyais que t'allais le mettre en 1. non, il y a quelqu'un d'autre en 1, vous êtes pas prêts. Non, Clint, en fait, parce que je trouve que la cote, elle a bien baissé depuis quelques années, donc en actuel, je me suis dit, vas-y. Mais c'est vrai qu'il est frustrant. Genre, on dit Capela, c'est un truc de ouf. Enfin, vas-y, parle de Clint. Moi, je l'ai pas dans mes 10. Bah, j'aurais pu le mettre, c'était lui, Mitchell Robinson, 8, 9, comment on faisait, tu vois, genre, mais c'était dans le bas de mon top 10, hein, parce que c'est pas non plus une surcote de ouf, Clint Capela, mais quand même, moi, je trouve que les Hawks, dans leur façon d'aborder le sujet Clint Capela, ouais, ils le surcotent. Genre, tu me l'as déjà dit plein de fois dans des vidéos, des apéros, quand on avait le sujet, et je suis d'accord, hein, Okongwu devrait être titulaire. Ça fait 5 ans. Pour développer un jeune meneur, n'importe quoi, un jeune pivot et tout, en lieu et place de Clint Capela. D'ailleurs, il a été dans les rumeurs de trade, dans tous les coins, Clint Capela. Les Hawks ont soi-disant été un petit peu trop gourmands. Toujours est-il qu'en gros, le trade, ça se passe pas bien. Ça, c'est quand même un gros red flag, hein, pour moi. C'est-à-dire que le mec, il a un contrat honnête. Hein. C'est correct. Hein. Les gens en veulent pas. Les Hawks, ils n'arrivent pas à trouver un point de chute quand même. Tu veux ? Et par contre, ils continuent à le mettre titulaire. Donc, est-ce qu'il y a des choses que je vois pas du tout dans le jeu de Clint Capela ? J'ai l'impression que quand même... Bah, il y en a une grosse, c'est qu'il a perdu athlétiquement les merveilles qu'il avait entre 21 et 28 ans. Mais donc il est surcoté maintenant. Ouais. En fait, c'est ça le truc. Moi, je trouve que c'est pas un pivot titulaire en NBA aujourd'hui. Ça... Donc c'est une surcote du coup quand même assez sérieuse. Bien sûr. Donc je le mets en 8, voilà, je le mets pas non plus, tu vois, en 3 quoi, parce que c'est pas non plus, genre on en fait pas non plus des tonnes toute la journée avec Clint Capela, c'est un peu comme Mitchell Robinson, tu vois. Non, mais quand même. Bah quand même. J'allais dire, à la base il était dans mes 10, et en fait j'avais une phrase qui revenait en tête, donc pour alimenter un peu ton argumentaire, c'est que Dieu merci il a croisé James Harden et Trae Young. Dieu merci. Bah surtout James Harden, hein, parce que James Harden, il lui fait sa carrière un peu, il l'aide bien, quoi, on va dire. Ouais, et ce qui se passe quand Capela débarque à Atlanta avec Trae Young, mon gars, il nous fait une première saison là, quand il était bien athlétiquement encore. Ouais. Donc quand t'as 2 des 10 meilleurs playmakers de ces dernières années, c'est sûr que ça peut aider. Mais ouais, Clint, c'est compliqué. Paul George. Alors, vous allez me dire, il y en a peut-être qui vont dire il est sous-coté, il est je sais pas quoi. Pour moi, c'est Paul George. Joueur tout-ouais, capable de gros coups de chaud, formidable. C'est le représentant même du joueur beau à regarder, mais on en a fait une grosse question. Beauté versus ce que tu apportes. Je sais plus quel était le thème exact, le nom exact de cette émission. Mais en gros, quand on voit un joueur et qu'on le trouve beau, tout de suite, il y a une tendance à la surcote. Quand on regarde un joueur qui est beau à voir, on va dire, ouais, il est trop fort. Pas sûr. Paul George, c'est un des joueurs les plus beaux à regarder. Sur le parquet, c'est smooth. Eric Abadou, il est fort, ça se passe trop bien. Dès qu'il est même en train de faire un practice à UCLA en plein été, on en fait des vidéos et on dit « Waouh, mais Paul George, à regarder, mais c'est magnifique ». Et d'ailleurs, on cherche les futurs Paul George. C'est un peu « Waouh, t'as ton 6'8", 6'9", qui est magnifique avec un bon handle qui s'est shooté à 3 points, etc. » Bon, il y a eu une super saison à OKC de candidat MVP. J'ai l'impression qu'on le met à des standards de « Hey mon gars, les Sixers, ils ont récupéré Paul George ». Les Clippers, mon gars, avec Kawhi et Paul George. Genre un jour, on va aligner les mecs et on va dire Paul George, tu alignes avec certains ailiers dans l'histoire de la NBA. Même pas que dans l'histoire. Aujourd'hui, tu le mets combien de tes ailiers ? Il y en a un paquet que je vais balancer, ouais. Bah ouais. C'est pour ça que je suis surpris, moi, parce que moi, j'ai... Ah, pareil, je l'ai beaucoup plus haut. Moi, le bas du classement de Bastien, bon, bref, allez. Non, mais ok, très bien, mais on va voir. Mais c'est vrai que Paul George, moi, encore une fois, il est capable de gros coups de chaud, mais je trouve que quand on regarde après, objectivement, ce qui a été accompli en carrière... Et même ce qu'il fait là, aujourd'hui. Ouah, je suis un peu sur ma faim, et je te laisserai en parler en podium. Ou Alex, honnêtement, mes mentions 9 et 8, en fait, elles sont très très hautes. Ok, donc on a quand même des choses en commun. Oui, bien sûr. Et bon, on va passer en place numéro 7, si ça te dit. Ouais, ça me dit.
Allez, une autre fanbase qui va nous détester. C'est parfait. C'est peut-être mon plus jeune de toute ma liste. Jalen Green. Alex Amical Kuzma. C'est marrant, c'était lui ou Jordan Poole? Je me suis dit, c'est lequel des deux? Ou t'as peut-être mis deux mecs des Wizards? Ah, peut-être. On verra. Alex Amical Kuzma, j'ai mis Jalen Green. C'est le seul jeune que je mets juste pour en parler. Je l'ai pas mis parce qu'il est trop jeune pour le mettre. C'est un peu, entre guillemets, comme Scoot Anderson, où je commence à m'inquiéter, mais là, le mettre dans le top 10 actuel des mecs surcotés et dire que Jalen Green est plus surcoté qu'un Jamal Murray ou un Paul George, ce n'était pas possible pour moi. Mais après, j'entends. Moi, je le mets là parce que... Vas-y. Parce qu'il y en a qui se souviennent du fameux... la fameuse discussion space, je sais plus si c'était avec les gars des Rockets, mais je leur fais des bisous, où il y avait vraiment des hésitations il y a 2 ans sur prendre Shai Gilgeous-Alexander ou Jalen Green. Tu vois, on en était là. Ouais. Donc c'était tout à fait correct. Il y a des choses qui se sont améliorées en termes de playmaking et de certains soirs un petit peu chauds. Pour le moment, j'ai eu surtout une grosse fin de saison précédente. Voilà. Là, un beau début de saison, il y a eu quelques matchs qui sont bien. Mais limite, je suis content que les Rockets, tu vois, t'as dit qu'on n'allait pas parler trop de salaire. Je suis content que les Rockets ne l'aient pas trop payé là. Tu vois, pour le coup, ouais, les Rockets, ils ont. Parce que je trouve que c'est bien. Ils ont mis un contrat qui est très correct. Qui est très correct. Et ben, je trouve que c'est une belle surcote parce que pour le coup, numéro 2 de draft, tu en parlais. C'était avec qui là, numéro 2 de draft? Scoot Anderson. Scoot Anderson. On va lui laisser du temps, évidemment, Jalen Green. Là, en l'état, je trouve qu'entre l'image qu'il dégage, les posters, les trucs acrobatiques, les coups de chaud. L'année dernière, en plein mois de mars, on parlait que de lui, c'était Michael Jordan, le mec. Parce il a envoyé une série de matchs assez lourde. Il a envoyé une match assez lourde. Je me suis refait la draft avec Kate Cunningham, avec Evan Mobley. Putain, je peux te dire qu'il y a un paquet de mecs que je prends au-dessus. Un paquet de mecs que je prends au-dessus. Franz Wagner, Evan Mobley, Scotty Barnes. On peut y aller. Il y a plein de mecs. Kate Cunningham, évidemment. Et donc, pour le moment, Jalen Green, j'aime bien certains coups de chaud. J'apprécie certains posters aussi, un tout petit peu de playmaking, mais doucement sur c'est le projet, tu vois. Je pense que je suis bien content que Alperen Sengun préchauffe là, tu vois, avec des belles grosses performances récemment, parce que on n'a pas changé la question de la mort. S'il faut garder un mec, c'est Alpi, c'est pas Jalen Green. Et moi là-dessus, je suis assez ferme. Je pense que on va lui donner du temps pour qu'il puisse travailler, mais il a une bonne gueule de mec qui fait des très gros stats dans des équipes de merde. Je trouve Jalen Green. Peut-être. Et que en winning player, je vais m'en avoir. J'ai pas de trucs extraordinaires défensivement. Je pense que là même, je veux bien l'avis des fans des Rockets, mais honnêtement, je prends tellement de plaisir à voir parfois les doublettes avec Tarizon et Amen Thompson. Moi, je pense qu'ils ont bien fait, par exemple, de prendre un mec comme Reed Shepard. On va voir, tu vois, dans du winning player. Bon, on verra ce que ça va donner avec Jalen Green. La courbe de progression. Est-ce que là, soudainement, ça va devenir dans 3-4 ans un mec qui est à 28-30 points par match en étant un des meilleurs arrières de toute la NBA? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des mecs qui vont lui passer devant et surtout de sa draft qui vont montrer qu'ils sont meilleurs? Je suis assez certain, ouais. Je comprends. Moi, je comprends. C'est le seul jeune. Il était dans mes réflexions. Jeune. Kyle Kuzma. Ah oui, Kyle Kuzma, moi, je trouve qu'il est surcoté, ouais. Dans le sens où... Tu trouves, ouais? Ouais, je trouve, ouais. Pareil, tu vois, c'est le genre de joueur où, dans une équipe pas terrible, pour le coup, clairement, il stat de manière assez peu efficace. Ouais. Offensivement, c'est pas non plus, même s'il essaye de progresser, mais c'est pas un joueur historiquement et actuellement très efficace au shoot, au lancer franc, dans ses choix. Moi, je trouve qu'il est pas très bon. Donc c'est un mec athlétique, c'est un mec qui a la chance de jouer ces dernières années dans une équipe des Wizards où voilà, si t'es athlétique, tu prends des rebonds, puis t'as des tirs, bon bah tu mets un peu, tu stats un peu, donc tu fais du facial. L'année dernière, il a fait de la belle production numérique. Il a fait de la belle production numérique, mais tu vois, genre j'ai les stats sous les yeux, mais finalement il est qu'à 33% de loin, il est qu'à il est qu'à 60, il est à moins de 80% au lancer, il en provoque pas tant que ça. Finalement, c'est un mec, on dit ouais, les rebonds et tout, les rebonds, c'est un rebondeur à 6 rebonds, 6,5, des fois 7 de moyenne, c'est pas non plus tu vois, c'est pas non plus un truc de ouf. Je pense que Kyle Kuzma,
si quand il va un jour, soit les Wizards vont devenir une équipe sérieuse, soit ils l'auront tradé d'ici là, mais dans tous les cas, dans une équipe un peu sérieuse, c'est pas du tout comme on essaye parfois de la deuxième ou troisième option. Pour moi, c'est un joueur de banc en fait, dans une équipe assez sérieuse. Et oui, là aux Wizards, il bénéficie du marasme de ces dernières années, donc il a pu être titulaire, mais non, il n'y a pas le QI, il n'y a pas le plafond, j'ai l'impression qu'on y est. On est au plafond, on a vu ce que Kuzma pouvait donner, donc c'est le 6e homme des Lakers qui sont je trouve qu'il est surcoté. Non, bien sûr. Chez les Lakers, c'est une des options qui permet d'aller jusqu'au titre. On n'a pas arrêté de nous dire il est super le contrat là qu'ils ont fait signer, il est vachement tradable et tout. Oui, mais est-ce qu'il est tradable vraiment? Est-ce qu'il y a des gens qui en veulent? On va voir. Ouais, je pense. On va voir. Ça va marcher ça. Ouais, on va voir qui en veut. Tu vois, par exemple, pendant l'été, là, ou pendant la dernière deadline, je sais même plus, il faudra demander à Simon. Tu sais, il y avait des rumeurs Kings. Ah oui. J'ai discuté avec les fans des Kings, ils étaient... mais je comprends. Ils étaient mi-fig, hein. Mi-fig, mi-Kings. J'arrive, les Kings. Ouais, moi aussi, je vais parler de vous, à un moment donné. Je pense que, là, pour le coup, qu'on a le même, tiens. Je suis pas sûr. Bon, mais bien sûr que si. Allez, dire une fois que c'était dur, quand même. On met un petit 6. On va passer en place numéro 6. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur tête. Ouais, tiens. Moi, c'est long à écrire. Shai Gilgeous. Karl Anthony Towns. Alex a mis Tyrese Haliburton. Ouais, en 6. Il est pas sur mon top 5. Il y a beaucoup de hate sur Tyrese Haliburton ces dernières semaines et derniers mois. Ouais, mais moi ça date pas. Voilà, derniers mois. La vache. Ouais, moi c'est des derniers mois, c'est depuis. Pourquoi il est surcoté, Tyrese Haliburton? Plusieurs choses. La première, c'est que je comprends parfaitement le côté hype, le joueur smooth, c'est très spectaculaire. Et en plus, on y est arrivé à Indiana, on lui a filé les clés. Le mec, il a commencé à devenir l'un des meilleurs passeurs de la ligue. Donc, dans ce sens-là, j'ai pas de problème. Je n'ai même pas envie de parler de son contrat. J'ai pas de problème à ce qu'une équipe comme Indiana lui fourgue le max. J'ai vu des max bien moins bien distribués. En revanche, le côté genre... Enfin, moi, il y a pas mal de meneurs en fait que je préfère à Tyrese Haliburton, même si les stats de passe sont moins bonnes, clairement. Il défend pas une ombre. Du tout. Aussi, je le trouve. D'ailleurs, on va voir cette année comment il va réagir, mais on voit bien, son début de saison est moins bon, parce que ça rentre moins les tirs, mais ça, on verra. Mais surtout, on voit que les défenses ne défendent pas pareil que l'année dernière. La surprise, elle est un peu passée. C'est-à-dire que maintenant, il a un peu plus de mal à blow by son défenseur, parce que les mecs le défendent d'un peu plus loin, différemment, le conteste différemment, l'oblige à aller dans des terrains. Il aime bien driver avec sa main droite, il aime un peu moins driver avec sa main gauche. Enfin, plein de trucs comme ça où les défenses se sont ajustées à Tyrese Haliburton. Sa mécanique de shoot un peu chelou, qui part de bas, là, les mecs la contestent de plus loin, mais en fait c'est efficace parce que du coup tu le fais chier, tu l'empêches un peu plus de driver, enfin en gros. Et je veux bien voir, je suis pas en train de dire qu'il est unidimensionnel, hein, parce que j'ai eu la discussion avec des gens qui m'ont dit il est unidimensionnel Tyrese Haliburton, doucement quand même, mais je vois ce qui est dit là-dedans. C'est-à-dire qu'il est pas si polyvalent. Il n'est pas si polyvalent finalement. Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est un mec qui était, vous savez, mon amour pour Tyrese. On le kiffait à la draft. Tu te rappelles, les Spurs et les Suns l'ont laissé passer, on était furieux. Puis on était en mode genre, comment ça? J'étais à l'avant du wagon à Haliburton très très tôt, et je trouve que ce qui m'embête, c'est que c'est un mec qui a été très sous-coté. Oui, et maintenant je pense qu'il est surcoté. Et donc, ouais, okay. Je suis d'accord. Ouais, moi je suis d'accord pour dire qu'il a été sous-coté, et maintenant je pense qu'il est surcoté. Par exemple, moi, je suis pas sûr que ce soit un franchise player. Non. Donc du coup, pardon, si, quand même, si. Plein de gens vont te dire que c'est un franchise player. Si. Moi, je suis pas sûr, vraiment, même, je pense que non. Moi, je pense qu'il l'énerve. Je pense qu'il énerve. Il énerve grave de mon nez. En fait, ça joue sur les nerfs des gens. Moi, je me suis calmé sur mon énervement, comme ça, je l'ai pas rentré dans mon top 5. Mais les mecs qui font, bien sûr, mais les mecs qui vont aller au Madison Square Garden pour aller finir les Knicks en 7 et qui font quand même un bout de série... en ayant été All-Star et en étant à 20 points et 10 passes de moyenne, bon... Il n'a pas fait des grands playoffs. Non, pas des grands playoffs. Je suis pas d'accord. Oui, il a fait quelques très bons matchs de playoffs. Non, mais c'est vrai. Mais il n'a pas fait des grands playoffs. Je suis désolé. Non. C'est pas vrai ça. Non, mais c'est pas... Voilà. Pour ses premiers playoffs, ils sont collectivement allés en finale de conférence. Oui. Super. Oh la hate. Oh là. Moi je sais qu'il l'énerve Tyrese Haliburton, donc ça je comprends totalement. Je pense qu'il va être dans plein de top 10, mais je crois qu'il l'énerve parce que il agit de manière irritante pour plein de monde.
Mais je pense que c'est un super flex basketteur. un peu trop. Je pense que c'est un super basketteur. Il a pas fait Team USA par surprise, quoi. Il a pas fait Team USA. Il a pas joué. Il a fait. Oui. Bah, demande à Jalen Brown, tiens. Bah, Jalen Brown, il a pas fait Team USA non plus. Ouais. Jalen Brown. T'as vu qui alors? Ah oui, Karl Anthony Towns. Ah, oui, je comprends. Voilà. Je me doute. On va rentrer gentiment dans le top 5, mais j'ai laissé hors du top 5. Karl Anthony Towns. On nous bassine depuis des années avec meilleur shooting big man. Déjà, tu te calmes. Ok. Historiquement, si tu veux, voilà, Karl Anthony Towns peut discuter et s'asseoir à table avec d'autres shooting big men. Très bien. Ouais. Mettons-le à table avec Dirk, etc. Rien que le fait de mettre à table avec Dirk, ça me rend ouf. Oui, c'est un bête de shooter. C'est un shooter incroyable, Karl Anthony Towns. Mais même ça s'est vu là, je trouve, avec le transfert chez Knicks. T'as l'impression que c'est la pièce qu'il faut pour que les Knicks ils aillent chercher le titre. C'est le truc qui va faire la différence. C'est Karl Anthony Towns. Bon, quand il a été solo, on a vu ce que ça a donné. Quand il a été un peu entouré, on a fait bon bah tiens, tu sais quoi, en fait on sait très bien qu'il n'est pas le franchise player. Et j'ai envie de te dire, s'il fallait aller très très loin, je pense que ce serait plus la troisième option que la deuxième d'une équipe qui va loin. Je souhaite avec les Knicks que ça aille le plus loin possible, mais je pense que ça se voit très fort. Et il y a plein de gens autour de Minnesota qui ont très très vite réalisé que ce mec en première ou deuxième option, merci, non merci. On a laissé les clés à Anthony Edwards, on a mis un deuxième mec en Karl Anthony Towns qui a fait des super progrès. Pas de souci là-dessus, hein. D'ailleurs ça s'est vu en playoff face à Nikola Jokic et même offensivement dans sa façon de s'intégrer, même d'intégrer Rudy Gobert. Mais je trouve que parfois Karl Anthony Towns, on le met dans des stratosphères de parmi pareil, des franchise players ou des gars qui vont faire la différence pour aller chercher le titre. Moi je crois que c'est un troisième meilleur joueur d'une équipe qui va très très loin, ouais. Je pense que c'est aussi, et les Knicks sont en train de le voir, les abysses défensives en termes de protection d'arceau, même s'il y a eu des progrès en individuel. D'ailleurs, ça s'est vu récemment sur Embiid. En fait, parce que, bon... Ah, tu l'as... Oui, ah, ok, d'accord. Du coup, j'ai pas envie de répéter ton argumentaire. Pardon, vas-y. Mais moi, il est dans mon top 5. Ah, il est dans ton top 5. Pour ça, je le mets. Oh, ok. Parce que du coup, j'étais en train de regarder ce que j'avais fait, mais... Vas-y. Parle-en. Donc, on est j'étais d'accord. en train de me barrer Towns en mode, ça sert à rien que j'en parle parce qu'il y a Bastien qui est en train de le défoncer. Mais vas-y, donc on est d'accord sur 4. On a quasi à la même place en plus. Ouais, il est surcoté, Karl Anthony Towns, ouais, clairement. Après, parfois, je l'ai trouvé... lui aussi, tu vois, parfois, je l'ai trouvé limite un peu sous-coté, parfois, oui. à certaines périodes. Je pense que le vrai truc de Karl Anthony Towns, c'est que le poste de pivot actuel est un sujet pour lui, dans le sens où il est une mismatch vraiment relou pour le pivot adverse quand ton équipe a la balle. C'est chiant, il stretch de ouf. Et oui, non, bien sûr que c'est pas le meilleur big man shooter, nanana, tout ça, il y en a, voilà, Dirk, et même, on pourrait même en citer quelques autres qui déconnent pas du tout. Mais enfin, c'est quand même un big man qui shoot extrêmement bien. Avec une qualité incroyable et qui nous a montré qu'il pouvait poser un peu la balle au sol. Putain, c'est un joueur offensif de malade qui prend des rebonds et tout. Mais c'est vrai que de l'autre côté du terrain, c'est un sujet, quoi. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Les Wolves, il a fallu que Rudy Gobert arrive et qu'il le foute en 4 pour avoir une défense tu vois, genre une vraie défense digne de ce nom. T'es d'accord ou pas? Oui, je viens de penser à ta raquette d'Enix qui est dans le top 10 des plus surcotés. Avec Mitchell Robinson et Karl Anthony Towns. En fait, le truc, c'est que un bon lundi aux fans de Karl Anthony Towns est surcoté au poste de pivot. Si tu le mets à côté d'un pivot défensif et que tu le mets en 4, je suis déjà un peu plus content. Mais je suis d'accord sur le côté surcoté global de Karl Anthony Towns, et notamment le transfert qui a eu lieu cet été. On avait la sensation que les Knicks qui ont envoyé Julius Randle plus Dante DiVincenzo avaient genre déboîté le trade. Bah non, moi je trouve pas. Alors on va voir, hein. Ouais, Ça démarre on bien. verra bien. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Ça aurait pu être Ça pire. démarre pas. Voilà, mais ça aurait pu être pire aussi. Hein. Mais des lectures parfois de Karl Anthony Towns, j'ai envie de fracasser ma tête. Parfois, il y a des séquences de jeu. On verra aussi les Wolves Wolves où ça va les emmener, parce que DiVincenzo et Randle, ça se trouve petit à petit, ils vont être bien intégrés dans la rotation, voire ça va générer d'autres traits, on verra. Mais je trouve, ce que je veux dire, c'est qu'on avait fait la vidéo. J'avais dit dans la vidéo genre que je trouvais pas que c'était non plus une différence de niveau entre Towns et Randle si ouf que ça, et beaucoup de gens étaient venus dire ouais mais Randle il défend pas, j'étais là genre bah oui mais Karl Anthony Towns il... c'est, tu vois, ouais, tout à donc fait. bon non mais tu l'as bien mis, du coup je vais mettre mon 5. Je le mets en 5, taxi en 5 toi du coup, comment t'as fait? Bah c'est marrant que tu parles du transfert de cet été. Ah bah les gens le savent, hein. Julius Randle pour moi c'est marrant. Julius Randle est dans le top 5. Bah, moi je l'ai pas. Dans mon top 10. Ouais, très bien. Ah, c'est aussi perso, hein, je te dis, on va rentrer aussi dans du subjectif. Hein.
Pas le soupir. Pas le soupir, la violence du soupir. Franchement, oui. Il y a des trucs que j'aime bien chez Julius Randle en termes de polyvalence offensive, en termes de capacité parfois à pouvoir créer, en capacité à pouvoir aller chercher des lancers, etc. Oui. Moi, demain, tu me dis, chez les ailiers forts, faut aller le plus loin possible, et il te faut un 4. Le nombre d'ailiers forts que je prends devant lui, putain. Pour des mecs qui vont mieux fit un jeu collectif, parce que Julius Randle, franchement, je pense que c'est trop compliqué de jouer avec ce genre de joueur pour aller loin, selon les règles du succès de la NBA. Je trouve ça trop compliqué. C'est un mec qui a beaucoup besoin du ballon dans ses mains, qui souvent l'arrête. Je pète des câbles quand Julius Randle a la balle mid-post et qu'il s'arrête et que littéralement dans la NBA actuelle où il y a du mouvement de balle, où ça doit aller vite parce que les défenses sont meilleures, les analytics sont meilleurs, les shooters à 3 points sont meilleurs. Putain, mais moi je serais coach, je dirais Julius, quand tu as la balle, tu prends une décision au bout de 1,5 secondes. Sinon tu sors. Comment j'en ai eu ras le cul à New York de voir Julius Randle freeze le ballon et parfois d'être une passoire défensive, j'ai bien dit parfois pour être gentil, et j'étais tellement avec mon petit cocktail à voir les Knicks carburer de malades sans Julius Randle, à nous faire leur run là avec Josh Hart, Dante DiVincenzo et compagnie. Donc bon courage aux Wolves, d'ailleurs on va voir, hein. Tu penses que les Wolves ils vont prolonger Julius Randle? Moi je suis pas si sûr, hein. Moi, je suis pas sûr non plus. Eh ben, je pense qu'ils sont. Je pense que eux non plus, ils savent pas encore. Ils savent pas encore. Je tout pense. à fait. Tu vois, ils essayent. Mais donc, par rapport à un joueur qu'ils ont transféré, on va récupérer un mec, on sait pas trop. Moi, je pense qu'il y a des GM aujourd'hui. Tu leur dis, vous voulez pas récupérer Julius Randle? Il a envie de prolonger pour 35 à 40 millions la saison. Mais comment je me taille les veines? Ah, c'est mort. Un nombre de 4, mon gars, que je prends, qui vont être plus défensifs, qui vont être plus modernes, qui vont être plus capables de switcher, qui vont pouvoir attaquer sur différents types de setup. Franchement, je pourrais te sortir des noms, ça va en choquer, hein, mais sur Julius Randle, non, moi je... Pareil, Rucker Park. Incroyable, hein, Rucker Park. Hein. Vas-y, Julius, défonce tout. Mais non, pour aller loin, c'est mort, hors de question. On va passer en 4, hein. Alex, il nous a mis Demar DeRozan et j'ai mis Monsieur Dillon Brooks. Ah, ok. Ah, tu l'as mis si haut que ça? Ah ouais. Ah d'accord, c'est marrant, mais du coup dans notre définition de la surcote, on n'a pas tout à fait la même. Ah bah quand même. Pour moi, il est pas assez coté pour être autant surcoté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, pour être autant surcoté, il faut que tu aies une cote de fou, quoi. Bah je trouve qu'il est... Tu vois, il a pas une cote de malade, et bah elle est bien surcote la cote de Dillon Brooks. Je vois. Parce que moi je trouve qu'elle est quand même pas ouf non plus sa cote. Bah c'est un mec quand même où lorsqu'il débarque... On parle pas souvent de lui. On parle pas souvent de Dillon Brooks. On parle de lui quand il fait le kéké avec LeBron ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Genre, je te ressors le truc de Pat Beverley sur le curseur. Dillon Brooks, il a pété le curseur. C'est un mec qui est très fort en défense, rien à redire. Oui, il est fort en défense. Très très fort en défense. Sur l'homme, un des meilleurs défenseurs de la planète, pas de problème, tout à fait. Donc là-dessus, il a une bonne... Personne n'a dit que c'était un sniper, enfin, qui le dit? Non, mais par contre, c'est le coup du siècle qu'il débarque à Houston. Moi, j'étais content qu'il puisse y aller, mais je pensais qu'il y aurait des modifications sur sa manière de jouer. Bien, il est normal, enfin, non, tu trouves pas? Après, on a dit que financièrement, on n'avait pas forcément parlé des contrats comme ça. Surcote, c'est ça que je veux savoir. Moi, la surcote, c'est que c'est un mec dont on parle beaucoup sur un des meilleurs défenseurs de la planète qui peut être un super 3&D, c'est un D, Dillon Brooks. Arrêtez de me parler de 3&D avec Dillon Brooks. Okay. Ce n'est pas un 3&D. C'est un D and T à la limite, avec des fautes techniques dans tous les sens. Mais alors, il n'y a pas de 3&D. C'est un mec qui, franchement, offensivement, met le calvaire de regarder Dillon Brooks encore et encore. On n'était pas là content, là, entre Français, là, sur le canapé, à commenter France-Canada, là, à le voir take-over, à prendre plus de shoot que parfois des RJ Barrett et compagnie. Ah, j'en ai ras le cul de Dillon Brooks. C'est un mec dans un... J'arrive sur le Canada. Ah oui. Non, en vrai, Dillon Brooks, moi j'en ai ras le cul. Je défenseur, hein, mais tu parlais de certains gars que t'as plus envie de voir titulaire. Merci les Rockets. On a vu là, c'est bon, Tarizan, Amen Thompson, je viens d'en parler à l'instant. Ça, j'entends. Allez. Mais du coup, pour autant, genre, ce que je veux dire par là, c'est que si demain. Si demain Tarizan ou Amen Thompson sont titulaires en lieu et place de Dillon Brooks, ça va surprendre qui en fait? À part Dillon Brooks. Dillon Brooks, ça va surprendre Dillon Brooks. Donc, du coup, qui va être le premier à en parler et qui va dire franchement, ils l'ont payé. Mais personne va le suivre. Personne va suivre dans ce discours. Franchement, quand il y a eu le divorce avec les Grizzlies, on était là genre en mode waouh. D'ailleurs, les Grizzlies,
Moi, je compte pas ce qui s'est passé. Ils ont eu une Ils infirmerie. ont eu plein de mon blessés gars. et tout, Ils mais ont ce eu que je trop veux de dire, c'est que blessés. Dylan Brooks, il faisait quand même le taf chez eux, quoi. Il faisait le taf défensif. Il a Et été je trouve trop que gourmand c'est- au niveau contrat. Je trouve que c'est le mec qui prend le micro et qui hurle dedans, tu vois. Et il y en a pas qui disent du coup. J'entends. Ouais, c'est énorme. En fait, là où j'ai envie de dire que c'est une surcote et qu'il est très très haut dans mon classement, c'est que par rapport à sa notoriété, bravo à lui parce qu'il a été chercher des super contrats, donc en gros il a bien gueulé là où il fallait. Franchement, s'il y a quoi, il y a 450 joueurs en NBA, je pense que offensivement, il doit être entre les places 350 et 450. C'est atroce à suivre, Dillon Brooks. Vraiment, choix, sélection, réussite, persévérance dans des choix de merde, je suis halluciné. Vraiment. Heureusement qu'il gueule et qu'il défend bien et qu'il y a des mêmes autour de lui. Il a très bien dansé avec les Grizzlies, il a très bien fixé les caméras lorsqu'il y avait des mecs. Tiens, il y a beaucoup de genre, ouh, Dillon Brooks, il a fixé la caméra parce que ce soir il affronte Wemby et je sais pas qui. Vas-y, c'est bon, mon gars. Fais de l'UFC. Moi j'ai envie que Dillon Brooks il affronte certains gars en UFC, mais c'est bon, en NBA, ras le cul. T'as le démarre des Rosanne. Ouais. Bah ça tombe bien, je vais pouvoir l'écrire, il est en 3. Ah, putain, j'étais inquiet, je crois que t'avais pas démarré des Rosanne. Non, c'est juste que j'hésitais entre Demar DeRozan et Alors Domantas lui, par contre, Sabonis. il est beau à regarder. C'est un beau joueur. C'est un très beau joueur, Demar DeRozan. Mais, pardon, hein, mais... Ouais, surcoté. Dans le sens où, pour le coup, son jeu n'est pas du tout moderne. Pas du tout. Il a toujours trouvé des franchises qui lui ont fait confiance, qui ont voulu le mettre un peu en option numéro 1 ou au pire numéro 2, ce qu'il n'est pas, pour moi. Et c'est pas vraiment qu'il a pas le talent technique, il a le talent technique, c'est un joueur quand même qui non seulement est technique était technique quand il est arrivé, mais qui a progressé techniquement. Mais il a progressé techniquement en création et en handle, donc ça c'est bien. Après ça reste plafonné. Et puis surtout, il n'a pas progressé à 3 points, il n'a jamais vraiment voulu travailler le 3 points. Défensivement, Non. pas ouf. Ah, tu peux me dire bien dégueulasse. Et par à bien exemple, des j'étais saisons. un peu surpris, même si en fait, je l'aime bien, ça m'a fait mal au cœur, mais là, l'objectivité m'oblige. Bien sûr. M'oblige à le mettre dans mon top 5 de mes joueurs surcotés. J'étais assez surpris, même si je comprends les Kings, signer des agents libres et tout. J'étais assez surpris quand t'as déjà dit Aaron Fox et Domantas Sabonis pour gérer le demi-terrain. Genre, limite, les Kings, ils auraient mis ce pognon-là marcher, hein. sur un mec qui juste shoot à 3 points et défend. Bah, j'aurais plus compris, quoi. Je pense qu'ils sont contents à l'heure actuelle. Ah, c'est parce pas que mal. Dans le time, c'est bien. Ouais, il est clutch, mais attends, Aaron Fox, il a déjà été clutch plein de Ah, fois. oui, je te confirme. Donc, ce qu'a fait DeRozan, en fait, par exemple, pour prendre l'exemple des Kings, ce que fait DeRozan, je pense que Aaron Fox peut le faire. Je le pense vraiment. Oui, j'entends. Donc, je suis, tu vois, voilà, typiquement, je vois pas trop la plus-value. Aux Bulls, on l'a un peu trop idolâtré. Il y a eu un moment là où les Bulls étaient forts avec du DeRozan incroyable et tout. Oui, c'est un joueur fort. Mais c'est un joueur fort qui, à mon sens, est surcoté. En plus, il vieillit. Donc c'est un peu plus... Il s'entretient bien. Hein. C'est un très bel athlète avec une belle hygiène de vie et tout. Donc il s'entretient bien. Donc il tient le coup, mais il vieillit quand même. Donc ouais, non, moi, il y a une bonne surcote sur DeRozan, à mon sens. Je te suis évidemment. Les gens qui suivent Trash Talk depuis longtemps connaissent mon amour pour Demar DeRozan, hein, qui est assis à la table avec Nurkic et d'autres garçons. Ouais, Demar DeRozan, mon gars. Bon, déjà, juste pour taquiner mes fans des Kings, je savais pas qui mettre sur le podium entre deux joueurs des Kings. Parce que j'en cale juste une, mais... Je sais pas s'il est devenu de sous-côté à sur-côté, mais parfois j'en ai tellement ras le cul d'entendre des trucs sur Sabonis. C'est la première fois qu'on voit un triple-double sans point, perte de balles, shoot loupé, etc. Tu vois, quand il y a eu des débats l'année dernière sur Isaiah Hartenstein versus Domantas Sabonis, je sais que ça va en faire hisser certains, mais je peux te dire que pour aller loin, j'ai des vraies hésitations. Bref, ça c'est cadeau. Sur Demar DeRozan, je te suis totalement. Moi, ça fait longtemps que tu connais mon avis sur Demar. Pour la culture, incroyable. Pour la santé mentale des joueurs, pour Compton et Kendrick, pour le footwork, pour le money time, pour plein de trucs, Demar DeRozan, incroyable. J'ai vu quoi l'autre jour, Alex ? Il y a des gens qui se posaient la question pour savoir entre Demar DeRozan et Carmelo Anthony qui était le meilleur. Mais vous allez respecter Carmelo Anthony, oui. Et c'est nous qui le disons dans les poufs. Après, non, attends la discussion, moi. What ? Non, arrêtez, respectez Melo. Melo. Mais Melo, non, je suis d'accord. Le talent pur de Demar Melo, DeRozan ou Carmelo le Anthony. rebond, mais je vois ce que les gens parlent du côté un peu parfois unidimensionnel. Mais Melo était beaucoup plus actuel. Non, mais franchement. Melo était beaucoup plus actuel. Melo est un bien meilleur shooter. Mais même bien meilleur joueur offensif. En fait. Et la meilleure saison de DeRozan, il rêve d'être à une des 5 meilleures saisons de Carmelo Anthony. Il faut arrêter. J'ai l'impression qu'il est dans le range là des mecs qui vont être
célébré de ouf malade à Toronto, avec le maillot retiré, avec... Waouh, quel joueur extraordinaire, avec quasiment 25 000 points en carrière. DeRozan, futur Hall of Famer. Tiens, t'en veux de la surcote? Waouh, la vache. DeRozan, vraiment, je respecte sur plein de trucs, mais encore une fois, hein, hashtag tu veux aller loin? Non, merci. Trop compliqué de jouer avec ce genre de joueur. C'était ton 3, DeRozan, toi. Ah, c'était mon numéro 3, ouais. Tu mets le 2 là? Non, je mets mon 3, je l'avais pas mis encore. Ah oui, pardon. C'était mon numéro 3 DeRozan. Ah, donc du coup, tu as Paul George. Sur le podium. Ouais, il est sur le podium, Paul George. Parce que tout l'argumentaire que tu as fait tout à l'heure en 9, en 8, je sais plus, par là, ouais. Je le valide complètement, mais je vais même plus loin, j'étais en train de checker. Mais, je veux dire, aujourd'hui, on en a parlé tous les deux, on a dit déjà, filer un contrat aussi gros, c'est pas pour l'argent, hein, mais filer un contrat aussi gros et surtout aussi long, à Paul George, à l'âge qu'il a, avec les éventuelles blessures, d'ailleurs on l'a vu le pauvre en début de saison, direct il se blesse, machin et tout, il vient à peine de commencer sa saison en fait, donc bon, c'est pas de sa faute les blessures, mais ça fait partie du profil. Et moi je trouve que clairement, les Sixers l'ont surcoté. Oui. Ils l'ont surcoté en lui offrant les montants, on peut discuter, mais la longueur, moi je trouve que lui filer 4 ans là à Paul George, après sûrement qu'ils n'avaient pas le choix, ils les voulaient, nanana. Les Clippers, t'as vu, ils ont fait... Bah non. En fait, non, désolé Polo, si tu veux, on peut être en 2+1. On peut rester amis. En 2+1, ou tu Ouais, vois, ou un truc comme ça. Je pense que les Clippers, ils pouvaient potentiellement lui mettre le même tarif sur les 2 premières années. Mais je pense que la vraie discussion des Clippers, c'était de savoir combien de temps tu signais en garantie, quoi. Les mecs ont signé Kawhi, donc ils n'ont pas toujours le nez ultra fin en termes de blessures et tout, mais voilà. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit, on a fait ouais, Kawhi et Paul George. Le niveau de Paul George technique est indéniable. Le mec est trop smooth, il a du handle, c'était un superbe athlète et c'est aujourd'hui un excellent athlète, mais c'est plus pareil, c'est normal. Il vieillit. Je t'ai trouvé un peu dur sur le côté, ça va devenir un 3&D, non, parce qu'il crée un peu bien et tout. T'as dit, ça va devenir un. Enfin, c'est. Petit à petit, on est plus sur le profil d'un 3&D, Paul George. Non, t'as sous-entendu ça, moi je le dis. Okay. Petit à petit. Oui, voilà, tu le dis très fort ce que j'ai pas dit. Tu le dis, c'est-à-dire que petit à petit, en fait, on est sur un 3&D un peu plus smooth que la moyenne, parce qu'on a un passé. Mais pareil, on vit un peu dans le passé, en fait, sur Paul George. Bah, on est encore sur le dunk de Birdman, quoi. Genre. On vit là-dessus. Et moi, je l'ai idolâtré, le Paul George des Pacers ou du Thunder, là, quand il est candidat MVP, mais ce n'est plus le cas. Et ça ne le sera pas. Et par exemple, aujourd'hui, chez les Sixers, entre un Embiid, on va voir comment il revient, mais qui a été candidat MVP et qui, potentiellement, vu l'âge qu'il a et tout, peut l'être encore s'il joue des matchs et tout, et les progrès de Maxi. Et Paul George, il est numéro 3 des Sixers. T'es d'accord? Et est-ce que les gens me disent, ouais, avec Paul George en 3, les Sixers, ils vont jouer le titre? Bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui se risquent à ça. À cause des blessures, mais aussi à cause de ce que ça représente en niveau de jeu, Paul George. Donc ouais, pour moi, Paul George, joueur que j'adore regarder, mais franchement, je trouve qu'il jouit d'une hype qui est, ouais, on est dans la surcote, clairement, chez Paul George. Qu'est-ce que Paul George a fait de plus que Devin Booker en carrière? Mais complètement. D'ailleurs, Devin Booker, qui moi, n'est pas dans mes 10, hein, vous l'aurez non, compris. Évidemment. Peut-être on va voir ce que Bastien a mis sur son 2 et son 1. Non, Booker, moi, je trouve qu'il est sous-côté, limite. Ah bah, si tu me sors Booker, attention. Ça va le finir, il y a des micros, ça va coûter cher en micro. Pour moi, il est limite sous-côté. Donc, tu vois. Mais Paul George, oui, non, complètement. On a, avant de faire le 2 et le 1, on a donc pour le moment, parce que tu as dit que tu as d'autres garçons qu'on va parler, pour le moment, il y a sur qui qu'on est d'accord? Il y a Paul George et DeRozan. Haliburton. Non, Haliburton, je l'ai pas mis. T'as pas mis Karl Anthony Towns? Non. Ah bah si. Karl Anthony Towns, je l'ai en 5. Excuse-moi. On est d'accord sur 4, Paul George et DeRozan. Très bien. Ouais, Towns, je l'ai en 5, DeRozan, je l'ai en 4, et Paul George, je l'ai en 3. Allez, on va passer en 2. Oh là 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 là. Tyler Hero, ok, Alex qui est donc numéro 2 de ton top 10 des joueurs les plus surcotés. Et moi j'ai mis DeAndre Ayton. Mais il est plus surcoté maintenant. DeAndre Ayton. Aujourd'hui, qui surcote DeAndre Ayton? À une époque, moi-même, je le surcotais, on le surcotait tous, là, il y a 2 ans, mais maintenant... Attends, c'est le... Il est encore surcoté aujourd'hui? Attends, mais DeAndre Ayton, c'est le pivot... Mais genre, il n'y a pas de discussion, tu vois, genre c'est le mec de la reconstruction des Blazers, c'est le pivot qui a été récupéré. Putain, j'ai pas eu, merde. Évidemment qu'il est en train de se faire confronter maintenant parce qu'il y a des Donovan Clingan et Robert Williams. Je le trouve plus surcoté maintenant. Ça commence
à bouger. Mais je peux te dire que Moi, la saison dernière m'a bien calmé. Kobe et Shaq 2.0. Ça, c'était il y a 4 ans. Le mec qui défend le mieux sur Jokic de toute la NBA. Il y a 3 ans, ça. Et donc tu continues au fur et à mesure, et à chaque fois ça y va. Et donc les Pacers ont voulu lui filer un bête de contrat. Domine Ayton. Le mec va débarquer, il va nous faire une bête de saison. Je connais très peu de joueurs qui font des stats aussi vides de toute la NBA. Je te parle de stats vides. Des statistiques empty. Ayton, Alex, je bois un coup parce que limite il me fait péter un câble. Ayton, il est à 17 points et 11 rebonds de moyenne en carrière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un double-double. Il y a des mecs qui seraient en 17-11, on en ferait toute une caisse. Hein. C'est un mec, c'est des empty stats, empty calories. DeAndre Ayton, je ne veux pas le voir. Il suffit que Robert Williams fasse 3 bons matchs et que les Blazers réfléchissent avec autre chose que leur cul pour qu'ils prennent un pivot plutôt à la draft comme Donovan Clingan. C'est vraiment le pivot qui, pour moi, je vais aller très loin. Hein. C'est un numéro 1 de draft, je sais même pas s'il peut tenir en NBA. Sincèrement. Ah bon? Non, parce qu'il peut essayer de bien tenir en effet défensivement certains garçons, mais lecture offensive. Oh, il est pas mauvais en attaque. Lecture offensive. Ok, ouais. Il a des mains, mais c'est encore... On a fait des compas avec quoi? Avec David Robinson? Ouais, non, au moment d'arriver. On s'est un peu emballé au départ. On s'est un peu emballé. La surcote On s'est un était peu réelle emballé. et aujourd'hui je trouve qu'elle y est moins. Moi aujourd'hui tu vois genre les Blazers je suis là je trouverais ça genre demain si les Blazers s'ils commencent à foutre Clingan tout le temps titulaire et pas Ayton je trouvais ça normal tu vois je serais pas du tout scandalisé. Je suis pas sûr qu'il y ait une aujourd'hui je vois très bien ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui vont me dire ouais Yves Missy contre DeAndre Ayton je suis pas sûr. Moi je te fais on fait le transfert demain matin mon gars. Je te fais DeAndre Ayton contre... Tu le sous-cotes je pense. Hein? Tu le sous-cotes maintenant je pense. De qui? Ayton. Tu le sous-cotes quand même un peu. DeAndre Ayton mon gars. Non mais j'entends. Hein. Bah, moi je l'ai surcoté fut un temps. Rien que pour ça. Aujourd'hui je le surcote plus mais parce qu'il m'a énervé aussi. Rien que pour ça mon gars en termes de... Moi j'ai vu jouer tous ces matchs à l'époque. Je savais moi. Bah, tu savais, bah franchement, waouh. Non, je suis désolé. Ayton, il y a des trucs sur lesquels je veux bien qu'il ait plus performé et tout à Phoenix, mais c'est le côté aussi genre, ouais, il a été le pivot titre d'une équipe qui a eu jusqu'en finale NBA. Eh, doucement. Ils étaient très très beaux ces Suns. Il a pu aider sur bien des choses face à Anthony Davis, face à Jokic. C'était il y a longtemps. Et franchement, je suis bien content tiens, que les Blazers ils aient pris Donovan Clingan et qu'ils vont essayer de développer avec lui parce que, mon gars, dans le package, oh là là, dans tous les transferts qui ont été réalisés, mais non merci. Ayton, franchement, il y a un paquet de pivots que je prendrais devant. Un paquet, vraiment. On est sur un mec, donc on a comparé physiquement avec parmi les plus gros athlètes de toute la NBA. On était là, genre putain, ça monte jusqu'au plafond, ça galope, super musclé, etc. Il y a qui prend moins de lancers francs, qui tente moins de lancers francs que DeAndre Ayton dans toute la NBA. Il est soft, hein, ça, j'ai vu à Phoenix. C'est Jean-Michel Midrange. Ouais, puis il est soft. Donc on a mis DeRozan en 4 et 3. Donc DeRozan, tu le mets un peu plus grand et juste à prendre des midrange comme ça. Et toi, moi, c'est insupportable. Vraiment. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que je suis d'accord avec ce que tu dis sur le joueur. C'est un numéro 1 de draft. Mais je trouve qu'aujourd'hui, je trouve plus tellement surcoté. C'est un numéro 1 de draft. À part lui, là, quand il nous fait du Dominaton et tout, mais il y a que lui qui croit qu'il est limite. Hein. C'est un numéro 1 de draft qui parle de Dominaton et qui en 2018 la draft hein, donc depuis moi je trouve en gros ce que je te dis c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fond sur le joueur mais je trouve qu'aujourd'hui ce n'est plus une surcote voilà je trouve qu'il n'est plus vraiment surcoté par quiconque je pourrais citer un nombre de pivots que je prends devant et je ne sais pas ce qu'il fout encore soit déjà tu n'arrives même pas à faire ta place chez les Portland Trail Blazers de 2024-25. Ça rigole pas. Mais c'est de la merde. Ah oui, c'est une équipe qui tank. Et il aura suffi que Robert Williams revienne pour qu'on ait un peu des yeux en mode ah, elles sont où les minutes de Donovan Clingan et Robert Williams? Ils ont drafté un pivot les Blazers. C'est clairement le fait qu'ils ne le surcotent plus. Quoi. Ils ont drafté un pivot. Et l'année dernière, j'étais plus en kiff sur les minutes de Diop Reith que sur la moindre présence de DeAndre Ayton. J'en ai plein le cul. On m'a vendu le fait que ça pouvait bien se passer entre lui et Scoot Anderson. On m'a donné du temps, etc. Après, le truc, c'est que ni l'un ni l'autre n'est au rendez-vous, en fait, là. Donc, forcément, pour l'instant, c'est compliqué. Ça commence à faire beaucoup de choses autour d'un pivot qui a pris un bon gros chèque, quand même. Hein, c'est Phoenix qui lui a donné. Tout à fait. C'est Phoenix qui a matché les Pacers à l'époque. C'est ça, pour ensuite faire un trade. Non, Ayton, franchement, oui, il y a beaucoup de pivots que je prendrais plutôt parce que là, il a essayé un peu de shoot à 3 points, alors on lui souhaite. Mais franchement, je sais que ça va être terrible à entendre. Mais limite, aujourd'hui, je prends Yusuf Nurkic devant DeAndre Ayton. C'est ce qu'ont fait les Suns. Hein. C'est vrai, hein, c'est ce qu'ils ont fait les Suns. On parle de... Ouais. Tu vois on parle de Yusuf Nurkic, ça rigole pas, mon gars. Tu l'as quand même pas en 1, Yusuf Nurkic. Alors moi en 2, quand même, parce que dis donc. Oui, vas-y, Tyler. Moi, j'ai Tyler Hero en 2. Ah. Alors, ouais, surcote, ouais.
Ouais. Et bon, j'avoue qu'au moment où on a préparé ce top 10, je regarde les matchs du Heat là depuis le début de saison. Il est très bon. Il fait un très bon début de saison. Donc ça m'a fait un peu hésiter. Par contre, je me suis dit tant qu'à le mettre, vu que pour l'instant aujourd'hui, je le mets toujours dans mes surcotes, je dis autant bien le mettre parce que je trouve que il y a ce début de saison là qui est un bon signe. Il a 25 ans, Tyler Herro, donc il peut encore progresser. Par contre, je trouve que en fait. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tyler Herro, ça devrait être l'option numéro 1/2 avec Butler, quoi, de l'attaque, voire 1, pourquoi pas, vu qu'il est un peu plus shoot longue distance que Butler, et sur le papier, il est un peu plus moderne que Butler, et puis Butler, il vieillit, il commence à énerver un peu par ses blessures, par son je m'en foutisme de la saison régulière et tout. On verra ce que ça donne entre Butler et Pat Riley et Miami. Bon voilà, pour l'instant on va dire que le patron c'est toujours Butler, mais sur le dernier span de 12 mois là, moi je trouve que Tyler Herro a été beaucoup surcoté. Déjà il y a eu l'histoire autour du trade de Lillard où beaucoup de gens disaient que c'est pas sûr, il faut peut-être pas lâcher Tyler Herro pour avoir Damian fucking Lillard. J'ai jamais compris pourquoi. Je veux dire, Tyler Herro est un super joueur offensif. T'as pas Lillard dans tes 10? Non. Damian Lillard est un joueur stratosphérique offensivement par rapport à Tyler Herro. Faut arrêter de déconner quand même. Wow. Toi, tu l'as en 1? Non, je suis juste étonné concernant ton track record que Damian Lillard t'as pas dans les 10, mais je t'en prie, continue. Non, je l'ai pas dans les 10. Dans le sens où, en fait, quand j'ai fait le top 10, tu peux faire juste un petit... Toi, tu l'as pas non plus, tu l'as pas en 1? Non. Voilà, okay. Donc, du coup, on peut en parler. Moi, je pensais que tu l'avais dans tes 10, donc je l'ai pas mis dans mes mentions. Non, c'est que je l'ai pas mis dans mes mentions. Non, mais attends, au-delà de le kiffer, c'est pas le sujet. Moi, je le kiffe. Genre, en fait, le seul truc qui a été vraiment raté dans la carrière de Lillard, c'est le côté, genre, que les Blazers n'ont jamais vraiment su l'entourer. Mais sinon, aujourd'hui, ce que les Bucks essayent d'en faire, c'est-à-dire le lieutenant d'un monstre de franchise player qui est Giannis, pour moi, c'est pas de la surcote. Après, on peut me dire qu'il est trop payé, mais comme j'ai expliqué, trop payé, c'est quand est-ce que tu lui as filé le contrat et tout, mais pour moi je pense pas, genre il défend pas, on le sait, enfin personne n'a jamais dit que c'était un lockdown défenseur et tout, donc je l'ai pas mis. Mais je pense que la courbe de tout à fait. Moi ce qui m'a saoulé en termes de surcote de Lillard, c'est le côté top 75 et tout, mais ça c'est un peu plus surcote all time que surcote actuelle. On est totalement alignés. Sur Herro, c'est marrant parce que j'ai l'impression de te rejoindre sur un aspect dont tu as parlé, c'est un peu ça va, ça s'est calmé quand même, comme pour Bradley Beal. Il y a eu beaucoup de genre, on se calme sur Tyler Herro, et je trouve que les gens, ils ont bien... Le run du Heat en playoff sans lui, ça a un peu baissé sa cote quand même. Ah, heureusement. Et je suis désolé, s'il maintient le niveau de jeu de sa dizaine de premiers matchs de cette saison, et que vraiment il montre, genre, il y a un step-up, genre notamment en termes de choix de shoot, et donc du coup les pourcentages qui sont meilleurs, donc grosso merdo, avec le même nombre de tirs, il score plus... Ok, je dirais ok, c'est vrai, il a un peu progressé, mais est-ce que vraiment t'as envie, le Heat est en train de dessiner un truc avec parmi ses premiers ball handlers, Tyler Herro. Le Heat, c'est pas une bonne attaque ces dernières années, je suis désolé. C'est une super défense, c'est une équipe combative, c'est une équipe qui est ultra chiante à jouer en playoff parce que ultra tactique et tout, extrêmement bien coachée. Sauf quand, évidemment, Spoelstra me copie et prend des temps morts alors qu'il en a plus, mais ça c'est... Attendez, franchement, on peut se foutre de la gueule de Spoelstra au moins une fois dans notre vie. Le type a pris un temps mort, il en avait plus, quoi. Lol. Bouh. Bref, Spoelstra et moi, on est dans la même catégorie de coach. On prend un temps mort quand on en a plus. Bref, non, mais au-delà de ça, je suis désolé, c'est pas une bonne attaque, le Heat. Et l'une des raisons pour lesquelles le Heat n'est pas une bonne attaque, à mon avis, c'est qu'en fait, Butler a besoin d'à côté de lui d'un mec plus fort en attaque que Tyler Herro, plus varié, plus... Alors peut-être que Tyler Herro va devenir ce joueur, mais quand je vois que... Enfin, non, pour moi, il est surcoté, et ça me fait chier parce que je l'aime bien, mais il est surcoté. Il est pas... Enfin, en fait, Tyler Herro, genre... Ah, il y a le run sans lui. Alors le pauvre, il y a un run sans lui, mais même avec lui... Non, mais ce qui s'est passé, tout à fait, c'est la bulle plus les mois qui ont suivi. C'est-à-dire qu'il fait un tel... Certains cas sont comme ça. Il nous a surpris au début. Il y a un tel démarrage de Tyler Herro qu'on s'est dit OMG, qu'est-ce que ça peut devenir? Et en fait, tous les ans, on a eu la same shit. Est-ce que c'est un titulaire? Est-ce que c'est un remplaçant? Est-ce que c'est un titulaire? Est-ce que c'est un remplaçant? Est-ce que c'est un all-star? Est-ce que c'est ton premier ball handler? Est-ce que c'est un meneur? Est-ce que c'est un arrière? Moi, je trouve que c'est un super basketteur, mais qui a un peu de surcote, j'avais mention orale. Mais que ça lui ferait du bien d'aller prendre un peu l'air. Je pense soit prendre l'air, soit qu'il y a un genre, par exemple, si le Heat avait fait le trade
Est-ce que tu préfères avoir Damian Lillard ou Tyler Hero? Merde, quand même. Bon, après, c'était pas de. Non, 1+1. c'était quand même le gros joueur du trade, hein, côté hit. Oui, mais il aurait fallu mettre 2 joueurs. Il fallait mettre d'autres joueurs, mais c'était la grosse pièce, c'était Tyler Hero. Oui, Qui n'intéressait pas tant que ça les Blazers, puisqu'ils veulent développer Anthony Simons et Shaedon Sharpe. Oui. Anthony Simons ou Tyler Hero? C'est une discussion ou pas? Tyler Hero. Oui, mais est-ce que c'est quand même une discussion? Oui, tu peux l'entretenir. Bah voilà. Mais j'avais pas l'impression de mettre. Mais ok, j'entends. Moi, je le mettais dans les mentions honorables, mais je vois que tu le mets en 2, tout à fait. Surcote. On va aller sur le numéro 1. Bah, le numéro 1, il va pas me faire que des amis, mais tant pis, j'assume. Ouais, voilà. Moi, je pense que je vais te surprendre avec mon 1, mais en même temps. Parce que du coup, je vois pas du tout ce que t'as mis. Bah, c'est un mec, pour moi, il a rien à foutre en NBA. À ce point-là. Et je l'aime pas. Et partout où il a été, ça a été de la grosse merde. D'Angelo Russell. Jamal Murray. Et Alex a mis Jamal Murray. Ah, D'Angelo Russell. Ah, j'en ai plein le cul. Ouais, moi aussi j'en ai plein le cul. Par contre, je l'ai même pas mis dans mes 10 parce que pour moi, il est pas surcoté. Enfin, d'où il est surcoté? Les mecs lui filent pas des gros contrats. JJ Redick vient de trouver la lumière divine. Ouais. Ça y est, il est plus titulaire. D'Angelo Russell fait partie des mecs pareil. Hein. Comme Paul surcoté George. par les coachs. Ouah la vache. J'avoue. Ça, j'entends. Ouah la vache. Et tous les Mais transferts qui par ont les eu lieu. fans, il est pas surcoté. Hein. Par les fans. Pas trop, hein, ça va. Hein. C'est un des Il mecs. se fait taillader, le gars. Hein. Il se fait taillader, mais c'est un des mecs, quand même, qui est arrivé en NBA, pareil, hein, les numéros de draft, on se marre. Et où, sur son évolution, on est arrivé avec des célébrations, avec un style de jeu. On est dans le range Paul George, c'est-à-dire que c'est très smooth, hein, d'Angelo Russell. Donc ça attire un peu l'œil, d'Angelo Russell. C'est joli, quand ça rentre et qu'il est en rythme, qu'est-ce qu'il est fort d'Angelo Russell. Putain, où qu'il soit allé, ça a été un désastre. Le seul endroit où ça a pu marcher, c'était à Brooklyn, parce que Kenny Atkinson le tenait par les rênes. C'est tout. Golden State, ça a été de la merde. Il a eu 2-3 coups de chaud, mais c'était nul. Les pires moments de Golden State sur ces dernières années, il y a D'Angelo Russell. Tu sais d'autres cas comme franchise comme ça? Minnesota. Quand il y a eu des transferts, on était là genre, ouh, D'Angelo Russell. Et ça a été pareil. En termes de mentalité, il a mauvaise réputation, ça c'est sûr. Et on n'entend que des, et on est bien placé pour le savoir, on n'entend que des gars qui ont des témoignages de D'Angelo Russell. Il vient pour jouer pour le cash, mon gars. Il vient pour prendre son chèque. Le sait. Du coup, il est pas surcoté. Non. Nous, on le sait parce qu'on a l'occasion d'en discuter un petit peu. Mais il y a 2 semaines, il était encore titulaire chez les Lakers. Non. Oui, mais il a raté plusieurs fois des campagnes de playoffs. Enfin, on a vu quoi. Oui, mais il a pas un si gros contrat. Mais il y a 4 mois, on était encore en train de faire des previews de playoffs en se disant, tu sais qu'en Factor X, D'Angelo Russell, faut qu'on arrête. Ouais, Faut qu'on arrête avec ça, Alex. Ça suffit, j'en peux plus. Il a rien à foutre en NBA. Je voulais faire un jeu avec toi. Rien à foutre en NBA. Non. Il doit être sur le banc. Non. Oh, sur un banc. Non, sur un banc à prendre des photos. Il est sur un banc à côté de qui tu veux, mais surtout habillé, à montrer ses beaux cheveux, ses magnifiques fringues, et c'est tout. Stop, nada. Je te fais le même jeu qu'on a fait avec d'autres garçons. Je te sors des meneurs, tu vas me dire qui tu prends, lui ou D'Angelo Russell. Ok? Moi, je prends plein de meneurs devant D'Angelo Russell. Eh ben, on va faire une liste. D'ailleurs, la main a toujours été un sujet aux Lakers depuis des années là. Eh ben, on va faire une toujours, liste. t'es d'accord? Tout à fait. On va faire une liste et on va se rendre compte qu'en fait, si on y est encore dans une demi-heure, c'est parce que je t'ai cité 45 meneurs devant D'Angelo Russell et que tu vas me dire, ah ouais, quand même. Darius Garland? Non mais bien sûr, on va pas faire la liste maintenant. Non mais voilà, tu vois. Mais bien sûr, Darius Garland, t'es fou ou quoi? Tu prends des mecs les plus chauds du début de saison. Je te fais équipe par équipe. Ah bah Kyrie Irving. Non mais tout à fait. Non mais rien. Luka Doncic. Non mais même Peyton Pritchard. Ben non. Quoi? Bah non, je prends pas devant D'Angelo Russell, je pense pas. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense pas. Mais je prends tous les jours Peyton Pritchard devant D'Angelo Russell. Non, parce qu'ils ont pas du tout le même rôle. Mais Peyton Pritchard, je le mets demain aux Lakers, ça se passe nettement mieux. Mais demain, mais même dans n'importe quelle construction. Mais tu mets pas titulaire du coup. Mais parce que D'Angelo Russell, le truc c'est qu'il a du talent. Mais c'est pas que Peyton Pritchard n'en a pas. Mais c'est ça. Mais il a beaucoup de talent. Il est smooth. Il a un vrai shoot à 3 points. Il a une vision de jeu tout à fait honnête. Il peut scorer. Je veux dire, le mec c'est quoi? C'est exactement ça. Non mais attends. Du coup, c'est un 18 points 7 passes ou une connerie comme ça. Non, en stats. Je parle juste de stats là, avec des pourcentages honnêtes. Le problème c'est qu'il chie en playoff. Empty stats. Il défend pas tellement. Et qu'il a un intérêt pour le basketball qui est pour la compétitivité, il est pas franchise player, tu vois. Ouais, ou il est même pas lieutenant. On n'attend même pas de lui d'être le lieutenant là aux Lakers. Il est quoi? Il est dans le meilleur des cas, et franchement, quand on est de bonne humeur, il est 3e ou 4e option, c'est tout. C'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop. Les Lakers qui sont mid à la mort, c'est la 3e ou 4e option. C'est horrible. Et heureusement qu'il joue à Los Angeles. On parlait de gros marché. Ah, mon gars, il jouerait dans une équipe un peu plus faible avec un coach qui réfléchit vraiment. D'ailleurs, on vient de voir JJ Redick qu'il a mis en sortie de banc. Hein, ça peut être pas mal. Bah ouais. Potentiellement. C'est bien. Potentiellement. C'est sa place, je trouve. Moi, je trouve que c'est sa place. Tu vois. Et on va voir les line-up dans lesquels il s'en sort bien parce que c'est lunaire à quel point il se fait trouer en défense. J'en peux plus. D'Angelo Russell, j'ai aimé 2-3 célébrations. J'ai aimé 4-5 choses. Un des plus gros sums que j'ai
pour LeBron sur sa fin de carrière, c'est que son meneur titulaire, c'était D'Angelo fucking Russell. Surcote absolue. Surcote absolue. Rien à faire là. Ils ont encore le temps de changer, les Lakers. Oui, tout à fait, mais il n'est pas fini encore. Donc il y a plein de gens qui le surcotent. Parce que honnêtement, je pourrais te prendre combien de meneurs là pour le mettre titu devant lui et qu'il soit aux Lakers et que ça se passe bien, que ce soit bien exécuté, que le gars soit actif des deux côtés du terrain tous les soirs. Bien sûr que je prends Peyton Pritchard devant, bien sûr que je prends des gars, je te prends Emmanuel Quickley devant D'Angelo Russell, je te prends une liste de gars, on peut faire tous les backups. J'hésite même avec Dennis Schroeder si tu veux. Franchement, Peyton Pritchard, Jrue Holiday, je te prends Jalen Suggs. Je prends Jalen Suggs ou D'Angelo Russell? Pour moi, Jalen Suggs n'est pas un meneur, mais si tu devais l'avoir en... si j'ai LeBron et Anthony Davis, je prends Jalen Suggs. C'est ça aussi. Non mais attends, c'est aussi une question de contexte. Bien sûr. C'est que je trouve qu'il fit pas trop. Enfin, il amène de la qualité à 3 points, mais après ils ont pas. C'est pas de ça dont ils finalement. Ils ont aussi besoin de la défense. Je te jure que sans forcer, j'ai sorti 25 meneurs que je prends devant D'Angelo Russell. Et 25 meneurs, t'as quasi pas ta place en NBA. Enfin, rien à foutre. C'est le joueur le plus surcoté. J'ai envie de dire encore actuel. Il y a encore des gens qui se touchent sur les highlights de D'Angelo Russell. Rien à cirer. Bon, ouf. Toi, c'est Jamal Murray. C'est le joueur le plus surcoté de toute la NBA pour toi. J'ai pas 25 meneurs devant Jamal Murray. Moi, par contre, on est d'accord. Ouais. Bien sûr que c'est un très bon joueur, mais très surcoté aussi. C'est le joueur le plus surcoté de la NBA pour toi? Actuellement, ouais. Ok. Ouais, je trouve qu'il jouit d'une cote que honnêtement, j'ai régulièrement du mal à comprendre. Alors, évidemment, il a fait un run de playoff en 2023. Personne ne va lui enlever. Il a fait un run de playoff incroyable. Mais avant, il avait montré dans la bulle des grosses perfs. Ok, après on va me dire ouais mais il a été blessé au mauvais moment. C'est relou d'être blessé au mauvais moment en fait, mais c'est la vie, il n'a pas eu de chance. Puis après quand il a eu l'occasion de faire un run de playoff, il a fait un gros run de playoff, ok, en 2023. En revanche derrière, il a fait une saison régulière bonne. D'ailleurs il n'a pas été All-Star, moi j'étais assez d'accord avec le fait qu'il soit pas All-Star. Je trouvais ça bien, je trouvais qu'à un moment donné, ouais, mais en fait je trouve que, comme tu l'as très bien dit quand tu as parlé de lui, il bénéficie énormément de... Toi, tu as parlé beaucoup de ce que apporte Jokic et il rend les autres meilleurs. Il rend tout Denver meilleur, Jokic, Murray inclus, ok, normal. Moi, je trouve qu'aussi, et là, sur le début de saison, ça se voit notamment, où le départ de Caldwell Pope, et il a été remplacé par du jeune qui a moins d'expérience, des jeunes qui vont se développer, hein, Christian Brown, Julian Strawther, ou des gars comme ça. Et du coup, Murray, là, par exemple, tu vois, défensivement, moi, il me gave un peu, Murray, perso. Perso, il me gave un peu. Deuxièmement, les joueurs comme ça, il a un côté assez streaky, donc il a fait une streak de playoff absolument incroyable. Est-ce que Murray va vivre dessus comme ça pendant combien de temps? Parce que derrière, en fait, sa régulière 2023-24, elle est bonne, il aurait pu, peut-être, éventuellement, selon certains être All-Star, selon d'autres, non, mais il était borderline, mais il était en dessous, en fait, des All-Stars, pour moi. Deuxièmement, c'est playoffs. Là, pour le coup, il y a des petites blessures. Je comprends, mais ils sont pas bons, ces playoffs. Ouais, heureusement qu'il met un game winner sur les Lakers avec Anthony Davis qui défend sur lui, parce que sinon, je suis désolé, sa série, elle est pas si ouf que ça. Contre les Wolves, il s'est fait bouger. Contre les Wolves, il s'est fait bouger. Ah, bien sûr. Et il s'est fait étiqueter, même limite. Et puis, pardon, mais ces Jeux Olympiques, non, je suis désolé. En fait, moi, je le trouve surcoté. Je trouve que c'est un mec qui peut rentrer des shoots avec une belle efficacité. À la passe, je suis souvent sur ma faim. En défense, je suis sur ma faim. En gros, je sais pas. Il y a un petit côté... je pense qu'il y a plein de meneurs, tu vois, tu parlais de D'Angelo Russell, je mets pas Jamal Murray et D'Angelo Russell dans la même... N'empêche que statistiquement parlant, ils sont pas loin si l'un de l'autre, statistiquement parlant. Après, Murray m'a l'air beaucoup plus collectif dans l'ambiance que D'Angelo Russell, et c'est aussi ça qui le sert. Et Murray, quand même, a essayé de temps en temps de faire de l'effort défensif, même si ça reste quand même moins sa came, mais il n'est pas le seul meneur comme ça en NBA. Mais du coup, je trouve que, il y aura ce run là, et ça va rester pour longtemps. Ces finales NBA sont monstrueuses et tout. Ça va rester longtemps. Il a montré à un niveau très haut qu'il pouvait jouer, mais en fait, il l'a assez peu montré. Et je trouve qu'en fait, il jouit d'une réputation assez folle par rapport à ce qu'il est fort vraiment, quoi. Moi, je trouve vraiment, et j'adore le regarder jouer, c'est pas le sujet, mais putain, ouais, quand on me dit surcote, je pense très 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 vite à lui. Je pense qu'il y a pas mal de poste 1 qui auraient pu faire ce qu'a fait Jamal Murray à côté de Nikola Jokic, même sur la longueur, en fait, finalement, pas être plus fort. C'est-à-dire que là, on est sur un début de saison. Il a fallu
tu vois, Nico Jokic, combien de temps va falloir qu'il soit en quadruple double ou en triple double pour entretenir les Nuggets? Merde, quoi. Ouais, non, là, le début de saison de Jamal Murray, par exemple, pardon, hein, mais entre ses playoffs, ses Jeux Olympiques et là son début de saison, tu vois, je suis déjà sur un temps assez long où je suis là, je regarde Murray jouer, je fais non, il boit des burritos sur les ailes de Jokic, hein, souvent. Enfin, ça donne cette sensation-là. Hein, donc oui, c'est le mec que j'ai mis en 1, il était à la lutte avec Tyler Hero et Paul George parce que j'avais envie, dans le top 10 de la surcote, j'avais envie de mettre quand même du joueur assez fort en haut pour bien justifier mon propos du départ qui est de dire c'est pas mes mecs surcotés, c'est pas forcément des mecs que je trouve pas bons, bien au contraire, c'est des mecs que je les trouve bons, mais par contre par rapport à ce qu'on dit d'eux, enfin je veux dire, genre il y a eu des discussions où il y a des gens qui essayent de mettre Jamal Murray dans la discussion des très gros meneurs de l'Ouest. Bah putain, j'en cite quelques-uns avant moi. Et s'il continue comme ça, il va encore pas être All-Star cette année, et puis l'année prochaine, et ainsi de suite. Bien parti pour. Bah, tu vois, genre, il y a du. Enfin, je veux dire, sur les postes de guards à l'Ouest. Et puis, il y a du monde quand même. Hein. Ce qui fait. Ce qui va suivre Jamal, et à côté de lui, Michael Porter Jr., avec ce qui s'est passé sur les derniers playoffs, et donc très hâte de voir les Nuggets cette saison, c'est que les Nuggets ont pris la décision de mettre du max sur des joueurs qui n'ont pas prouvé qu'ils étaient All-Star. Enfin, je veux dire, c'est encore des significations de demi-saison, mais Jamal Murray a prouvé plus de choses. Il y a des progrès chez Michael Porter Jr. Il a prouvé qu'il pouvait jouer comme un All-Star. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça, moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que Jamal a le tag de joueur contrat max. Ouais. Et pour ça, il faut être présent, régulier, progresser et assurer quand le pépère n'est pas là. Putain. Et en l'état, on a fait le gimmick des non-Jokic minutes, qui sont une aberration totale. Et c'est vrai que c'est difficile de faire confiance à Jamal. J'entends. Moi, je l'ai dans mes 10. Hein. J'ai dans mes 10. Pendant que tu étais en train d'argumenter, j'ai compté un petit peu de tête. J'avais 27 meneurs devant D'Angelo Russell. Pardon, je croyais que tu allais me dire j'avais 27 meneurs devant Jamal Murray. J'étais là genre, what the fuck. Non, j'en avais... Putain, Pritchard. Non, mais par contre, même, tu vois, je réfléchissais à Podziemski ou D'Angelo Russell. Mon gars, comment je sais très bien qui je prends. Putain. Me rend ouf. Tyus Jones ou D'Angelo Russell? Vas-y, je sais même pas comment t'hésites. Ça je prends Tyus Jones. Oui, voilà. Mais je suis pas objectif, il est au Suns. Moi, je suis à 2 doigts de prendre Scottie Pippen Jr. Défend mieux. Et shoot et distribution, on va s'entendre. Ouais, non, mais j'entends les choses. Voilà, mais en fait, là, c'est pas. Moi, je conteste pas ton avis réel sur la hiérarchie de D'Angelo Russell. En fait, dans le sens, je le trouve pas si surcoté que ça, dans le sens où, en fait, je trouve que ça fait quand même plusieurs années. D'ailleurs, t'as vu, il chope pas des si gros contrats. Il chope pas des si gros contrats. Il continue à choper des contrats, en fait. Ouais, des contrats, mais ils sont pas si gros que ça. En tant que titulaire. Ça me rend ouf. Ouais, c'est plutôt le côté titu, mais c'est parce qu'ils arrivent pas à trouver une autre option. Ils ont essayé. Je suis sûr que Gabe Vincent, au départ, était prévu pour être titulaire. Mais en fait, il s'est blessé. En fait, il bénéficie aussi de circonstances qui lui sont favorables tout le temps, D'Angelo Russell. Et Murray aussi a pas mal bénéficié, tu vois. Et attention à ce que je reviens sur Jamal Murray, à ce qu'on se réveille pas que des gens se réveillent pas dans 2 ans, 3 ans et commence à y avoir carrément l'inverse, c'est-à-dire un peu de hate et de sous-cote en mode le gars, mais attends, je comprends pas, c'est un 17 points, 5 passes d'ess en carrière et il a le contrat max, pardon. Tu vois, des gens vont dire ça. Attention Jamal. On va montrer le gros tableau. Ouais. Le gros tableau avec le top 10 actuel des joueurs les plus surcotés pour Alex et Bibi. Dites-nous si vous déjà vous en avez en rapport avec le nôtre, de top 10, ça se trouve, il y en a que vous avez aussi dans vos 10. Est-ce qu'il y a des séquences où vraiment vous n'êtes pas du tout d'accord? Venez nous chercher. Je termine juste avec quelques noms qui sont des évidences publiques et qui sont pas dans nos 10. Rudy Gobert. Alors... qui est sujet à beaucoup de hate global, donc je voulais juste le mettre sur la table parce qu'il est sujet à beaucoup de hate. Je le trouve pas surcoté pour le coup. Je trouve que ça dépend des attentes qu'on se fait. En quoi il est surcoté? Je comprends pas. Je pense que c'est parce qu'il y a eu les... Il y a des gens qui vont me dire il est trop payé. Ça, c'est un avis qu'on peut avoir. Encore que là, avec la nouvelle prolongation, ça peut se discuter. Sur l'ensemble des arguments qu'on a sortis. Plein la gueule, Rudy, quand même, non? Sur l'ensemble des arguments qu'on a sortis dans la vidéo, c'est vrai que quand tu lâches des 7 pics de draft, des tours, des machins, et que c'est le mec qui va être game changer, il y a des gens qui sont venus critiquer Rudy là-dessus. Sur le fait que ce soit un quadruple défenseur de l'année et que derrière, il peut pas tenir en ISO contre Luka Doncic, ce que peu de gens peuvent faire sur cette planète. Tout à fait. Non, mais je mettais sur la table Rudy Gobert. Non, moi je trouve pas surcoté Rudy Gobert. Trae Young. Parfois même, je trouve que les critiques sur lui sont abusées. Oui. Trae Young. Trae Young, je trouve pas surcoté non plus. Non.
Lillard. Lillard, j'ai eu la réflexion autour de lui. Il était là, il aurait pu être dans mes 8, 9, 10. Ce sera dans le all-time qu'on fera. Il aurait pu, mais exactement. Pour moi, la surcote est un peu plus all-time que actuelle. C'est-à-dire qu'actuellement, là en plus avec le début de saison, en gros il a raté une saison là récemment, ok, on a compris pourquoi et tout. Et sinon en fait là les Bucks dans cette espèce de truc tout chelou, déséquilibré, merdique, coaché par Doc Rivers des Bucks, Damian Lillard s'il était pas là, ce serait encore pire là, non? Ouais. Genre pour moi je pense que ça peut être un excellent lieutenant pour Giannis. Je pense juste qu'il faut un autre coach et plein de choses. Structure. Mais toi voilà, Tout toi mais Zach LaVine. Zach LaVine aujourd'hui n'est plus surcoté, il l'a été aujourd'hui, pour moi je peux pas le mettre parce qu'aujourd'hui il est plus surcoté. Et moi je croyais qu'il pouvait avoir un trade, visiblement c'est impossible à trader. Pour moi il n'est plus surcoté. Ouais, il ne l'est plus, il l'a été. J'aimerais tellement le voir en plus dans une autre équipe parce que je pense que c'est un bon. Pour moi il a été surcoté mais il l'est plus. Et puis après il y aura d'autres noms qui vont venir certainement. Dites-nous vous, quels sont vos joueurs les plus surcotés actuellement, hein? Et essayez d'argumenter et dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec certaines takes. Vous pouvez tout séquencer avec plaisir, ça fait partie du jeu. Nous, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va se retrouver lundi prochain pour un top 10 all-time. Balancez vos suggestions. Léon, c'est avec ses billes. On vous fait des gros bisous. Attention à la surcote, faut prouver sur le parquet. Ciao, bisous, ciao. à la prochaine. Ciao.